Bienvenue au Trophée Europe 1 de l'Avenir 2023, présenté par Elisabeth Assayag. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir ici à l'Élysée-Biarritz pour célébrer la 8e édition des Trophées Europe 1 de l'Avenir. Ça fait plaisir de vous revoir tous et toutes là. Je reconnais certaines têtes. Et il y a des habitués, puis il y a des nouveaux, oui, les habitués, parce que ça fait 8 ans. C'est un peu comme une grande famille. Bienvenue à vous. C'est la 8e édition et donc je tiens à tous vous remercier, toutes les équipes d'Europe 1. Je tiens à remercier Constance Vinquet, la présidente de la Gardère News, qui arrive là dans un instant, dans quelques minutes. Je crois qu'elle est bloquée. Je crois que Paris est complètement bouché ce soir. Et je parlais de famille parce que c'est devenu une grande famille, la France Bouge. C'est devenu une grande communauté. On les appelle comme ça, les membres de la France Bouge. Pourquoi ? Parce que ce sont des pépites. Ce sont des startups et cette année encore, c'est une année particulière, vous l'avez vu, c'est une année d'inflation, c'est une année de hausse des prix et même si on a eu un retour à la liberté après la crise sanitaire, vous allez le voir cette année, il y a encore des entrepreneurs qui ont de l'audace, de la détermination, il y en a, voilà, ils ont osé monter leur boîte. Pour beaucoup d'entre eux d'ailleurs, ce sont des entreprises qui sont nées pendant le confinement. Ce sont des entreprises de l'après-crise sanitaire et elles sont là ce soir. Alors, avant de commencer, j'ai juste envie de vous dire bravo. Je vous propose de vous applaudir. Applaudissez-les et applaudissez-vous. Vous pouvez être fiers de vous, parce que nous ne sommes pas dans le monde d'après. On est tout le temps en train de dire on prépare le monde de demain, on prépare le monde d'après, mais pas du tout, on y est. On l'a vu cette année avec l'intelligence artificielle, on a l'impression que ça arrivait, enfin ça fait longtemps que tout le monde travaille dessus, mais c'est arrivé là dans nos vies, elle révolutionne le monde et on doit être prêt tout en gardant le lien avec nos aînés, à continuer de croire en l'autre, à continuer de se réunir, car vous allez le voir ce soir, il n'y a pas de projet sans cette richesse du collectif, cette richesse dans la différence. En France, on a des idées, on s'adapte, on est agile et vous allez le voir pendant toute cette cérémonie des Trophées Europe 1 de l'Avenir que l'on peut d'ailleurs suivre en direct sur la chaîne YouTube d'Europe 1. Les Trophées Europe 1 de l'Avenir, ce sont 32 entreprises ou associations réparties dans 8 catégories. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai quand même envie de revenir sur cette belle année avec une équipe de choc, parce que c'est chaque jour de 13h à 14h sur Europe 1. Donc Nathalie Carré, en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. Elle est où Nathalie ? Elle est là. Coucou Nathalie. Elle nous donne chaque jour des précieux conseils. Enfin, elle donne aux entrepreneurs des précieux conseils. Il y a Solène Godin qui est où Solène ? Coucou Solène, journaliste en charge de la saga, accompagné de Thomas Gentil et Rémi Duprat, le réalisateur de La France Bouge. Rémi Duprat, c'est lui qui met des petites musiques, c'est lui qui me fait respecter les temps, les comptes, etc. Vous allez le voir ici, c'est simple, on trouve des solutions. Même quand on se dit que c'est impossible, j'aime bien dire cette phrase pendant l'émission, on le voit chaque jour, c'est possible. Alors avant de commencer, je vous propose de regarder un petit florilège des bons moments de La France Bouge. Europe 1. La France Bouge. Elisabeth Assayag. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans La France Bouge. J'ai 1 heure pour vous faire découvrir des entrepreneurs, des audacieux, des startups et des pépites françaises. Nous avons posé les micros Europe 1 ici à Dreux, en Eure-et-Loire. Bienvenue dans La France Bouge, en direct de notre studio à Roland-Garros. Pendant 1 heure, vous allez partir à la découverte de startups, de pépites françaises, à la découverte d'entrepreneurs et d'audacieux. Vous avez un point commun, vous allez pitcher, exposer votre entreprise pendant 1 minute autour de la table de La France Bouge. Alstom, c'est 80 000 collaboratrices, collaborateurs à travers le monde, 12 000 en France, tous unis par la même passion du ferroviaire. Daman Frères, c'est un créateur de thé et de plantes à infusion et c'est une entreprise qui a un énorme savoir-faire. D'abord l'excellence scientifique, dans la recherche, dans l'enseignement, dans l'innovation, dans l'entrepreneuriat, qui font de Polytechnique un acteur majeur sur le plan mondial
et la première école d'ingénieurs française. Pour démarrer cette semaine sportive, gros plan sur ces sports qui cartonnent en salle, mais aussi à l'extérieur. Gwendoline Cazenave, vous êtes directrice générale du groupe Eurostar. Je voulais avoir un métier qui a un sens, un métier utile pour la société. La France bouge. La start-up du jour. Le reste, c'est à vous pour le pitch. On vous écoute. Top chrono, c'est parti. La mission de Seiza, c'est de révolutionner le recrutement des métiers de terrain grâce à la technologie. Le marché du recrutement est en forte tension, on en parle depuis quelques minutes. La France bouge. La pépite du jour. Fair Place pour troisième lieu, c'est un concept de coworking dans les hôtels qui accueille nos utilisateurs à la demi-journée ou à la journée entière. Simon vous propose un tout nouveau mode de déplacement écologique et unique au monde. Le premier autocar à l'hydrogène décarboné, vous transportant vous et votre véhicule sans avoir à le conduire. Bilal Zaidi, vous avez cofondé Blind Up. Blind Up a pour objectif d'aider les personnes non-voyantes et malvoyantes via une assistance à distance. Et pour cela, on a créé des lunettes intelligentes avec 2 caméras, une à gauche et une à droite. Une conduction osseuse aussi pour ne pas priver la personne non-voyante de son sens le plus précieux qui est lui. Évidemment, Nathalie Carré, qui est au fond de la salle. Coucou Nathalie. Elle est là, elle est présente, elle est en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce. Elle a étudié le dossier et elle va vous donner ses précieux conseils. Mettez plus en avant le côté coloré qui est vraiment pas si fréquent chez vos concurrents, mais aussi vos 2 atouts supplémentaires, le prix et la personnalisation. Donc il mettra toutes ses équipes à votre disposition pour que Look Me devienne la marque française d'accessoires de mode personnalisables, fun et accessible, qui met du peps dans notre quotidien, des pieds à la tête. Merci infiniment. Merci Nathalie Carré. La France bouge. La saga du jour. L'artiste Jean-Honoré Fragonard, célèbre peintre de la cour de Louis XVI, est né à Grasse. Son père était gantier parfumeur. Son nom a inspiré celui de la parfumerie. Et pour lui rendre hommage, des décennies plus tard, les parfumeurs ont rendu grâce au maître en lui consacrant un musée. Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag. C'est ça, la France bouge. On ose. On avance, on a de l'audace, on fonce, on met en avant les initiatives positives, on est ouvert à tous les profils. C'est ça l'ADN d'Europe 1. Alors elle est arrivée pile, exactement, c'est dans le conducteur, elle est arrivée pile à l'heure. Qui de mieux que de Constance Binquet, la présidente du pôle news de Lagardère, pour nous dire un petit mot. Bonsoir Constance, ça va ? Ça va très bien. Juste, merci Elisabeth. Bonsoir à tous, pardon, en effet c'était juste. Merci la circulation dans Paris. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir ici à l'Élysée-Biarritz pour cette 8e édition des Trophées de l'avenir. C'est vrai que c'est un rendez-vous qui me tient particulièrement à cœur, tant il est générateur d'abord d'ondes positives et puis qui permet de donner du sens et de la visibilité à des projets qui sont vraiment utiles dans l'entreprise, dans la société française. Donc c'est vrai que c'est un moment important pour nous. C'est vrai qu'en tant que groupe de médias, je crois qu'on a un rôle clé à jouer auprès de pas mal de publics, auprès des auditeurs évidemment, de nos lecteurs, de nos collaborateurs, de nos annonceurs. Bref, c'est vrai que nous formons chaque jour pour accompagner au mieux les évolutions de notre monde en essayant d'intégrer à toutes nos réflexions, les enjeux de la RSE. Et c'est vrai que je crois que les Trophées de l'avenir européen sont une des manifestations de cet engagement. On essaye de le mettre en avant un peu plus. Donc je tiens à remercier particulièrement nos partenaires qui sont à nos côtés ce soir et surtout depuis le début et avec lesquels je crois qu'on peut dire qu'on partage ces valeurs. Vous allez découvrir ce soir des entrepreneuses et des entrepreneurs au parcours inspirant dont l'engagement force notre admiration. C'est vrai que chaque jour, ils participent au renouvellement de notre société dans des domaines qui sont essentiels, parmi lesquels l'éducation, l'environnement, l'alimentation. Je n'en cite que quelques-uns qui seront présentés ce soir lors de cette 8e édition. Donc des talents qui sont issus d'univers très différents, mais qui en revanche ont en commun une chose, c'est d'essayer de changer notre société, en tout cas d'y bousculer nos habitudes. Un grand bravo à toute l'équipe de l'émission de La France Bouge, portée par passion, vous l'avez déjà vu par Elisabeth, qui œuvre tout au long de l'année, qui œuvre ENT, pour dénicher ceux et celles qui innovent, agissent et bâtissent la société, en tout cas le monde de demain.
un rendez-vous incontournable dans le milieu de l'entrepreneuriat et c'est vrai, un formidable accélérateur de notoriété. En témoigne le succès de Lucie Bach, cofondatrice et présidente de Too Good To Go, qui a été lauréate de la catégorie alimentation, je crois, il y a 4 ans, de ces trophées de l'avenir européen, et qui est ce soir présidente du jury. Nous sommes ravis de vous avoir à nos côtés ce soir. Quel parcours, c'est vrai, depuis le lancement de son application anti-gaspi, qui est disponible, je crois, maintenant dans une quinzaine de pays, et implantée aussi aux États-Unis. Donc un modèle de réussite, d'encouragement, mais il y en a beaucoup d'autres, et vous allez en voir beaucoup d'autres ce soir. Chers entrepreneurs, chers partenaires, merci. Chers collaborateurs, essayons d'écrire ce soir encore un nouveau chapitre de cette belle aventure de La France Bouge. Merci et à tout à l'heure. Merci Constance, merci. Pas de trophée européen de l'avenir sans le soutien de notre gouvernement, très attaché à ce que la France reste et demeure la Startup Nation, surtout quand on sait que 2022 a été une année record pour les créations d'entreprises. Alors j'aime bien les chiffres, 1 71 900 créations d'entreprises, c'était une hausse de 2% par rapport à l'année précédente, qui était déjà une année record, qui était en hausse de 17%. Alors le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, nous a fait l'amitié d'un message. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais vous adresser toutes mes félicitations pour ces trophées européens de l'avenir. Vous êtes des jeunes entrepreneuses, des jeunes entrepreneurs dans des domaines extraordinairement divers qui peuvent aller des biotechnologies jusqu'à l'intelligence artificielle, le calcul quantique ou l'agriculture. Vous avez envie de réussir, vous avez envie que la France réussisse, vous créez des emplois, vous animez nos territoires. C'est exactement ce dont notre pays a besoin pour les années qui viennent. Donc je vous encourage à continuer, à faire preuve de toujours plus de volonté, d'audace et d'optimisme. Et j'adresse évidemment mes félicitations les plus sincères à toutes celles et à tous ceux qui vont gagner dans quelques instants les prix. Le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire. Pas de trophée évidemment sans un jury. Un jury de taille. Les trophées européens de l'avenir, c'est chaque année un jury de professionnels éclectiques venus d'horizons différents d'Europe 1, mais aussi des entrepreneurs, des écrivains, des médecins universitaires, des personnes du milieu de la communication. Un jury qui a eu parfois du mal à départager les lauréats, chacune et chacun avec sa vision. Les délibérations ont eu lieu le 7 juin dans la salle Valérie Legelin à Europe 1, 14 membres à stricte parité. C'était dans une ambiance conviviale, vous pouvez le voir sur les images, chaleureuse, très studieuse aussi. On a eu des débats, bien sûr. On peut voir Philippe Colléon là en train de justifier ses choix, mais parce que c'est compliqué de choisir quel est le projet, à qui s'adresse-t-il, et toujours cette question, ce projet a-t-il un avenir pour notre société? Alors, petit rappel des catégories. Alimentation, mobilité internationale, éducation, solidarité, environnement, santé et le coup de cœur RSE des auditeurs. La tension monte, hein, j'ai un petit peu l'impression. Pas de trophée sans la présidente du jury, la présidente de ce cru 2023. Constance le disait, c'est une entrepreneure qui a fait de sa philosophie de vie son entreprise. Trophée européen de l'avenir dans la catégorie solidarité en 2019. Elle a démarré son entreprise il y a 7 ans. Elle frappait à la porte des petits commerçants pour les convaincre de récupérer leurs invendus. Aujourd'hui, elle sauve 300 000 repas par jour. Le nom de son entreprise, c'est Too Good To Go. Et j'appelle Lucie Bach, la présidente du jury de cette 8e édition. Bonsoir Lucie. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Je suis ravie d'être là. Effectivement, depuis 2019, il s'est passé beaucoup de choses. En tout cas, ces 7 dernières années. Quand on a pris le pari et qu'on s'est donné l'ambition de réduire le gaspillage alimentaire. Quand j'ai démarré, moi j'étais assez choquée par le constat qu'aujourd'hui on jette encore 40% de ce qu'on produit sur la planète. Et je me suis dit, quel meilleur véhicule à impact que l'entreprise qui a une vraie vision d'une planète sans gaspillage alimentaire et qui met pour ça un modèle économique au service de son impact. Donc c'est ce qu'on a prouvé, c'est ce qu'on prouve tous les jours avec Too Good To Go. Comment allier nos enjeux économiques à nos enjeux écologiques et sociaux.
Et je considère qu'aujourd'hui, vraiment, le rôle d'un entrepreneur, le rôle d'un chef d'entreprise, c'est comment est-ce qu'on arrive à construire des triptyques gagnant-gagnant-gagnant entre nos enjeux justement écologiques, économiques et sociaux. Effectivement, Too Good To Go s'est bien développé. On a un modèle économique qui tient au nombre de repas qu'on sauve chaque jour. Et donc ça nous a permis de garder cette étoile polaire et de la suivre et de s'y acharner, à se dire combien de repas on peut sauver au quotidien. Et derrière, effectivement, de générer une entreprise qui a pris son envol. Effectivement, aujourd'hui, on le disait, on est présent dans 15 pays en Europe. Et je reviens d'avoir passé 2 ans aux États-Unis pour lancer les États-Unis et le Canada là-bas. Et aujourd'hui, on a plus de 80 millions de consommateurs, 15 millions en France, et on sauve effectivement, on a sauvé plus de 200 millions de repas de la poubelle grâce à l'initiative. Donc aujourd'hui, on a en plus, merci. Et puis moi, cette année, c'était aussi l'opportunité de lever un peu la tête du guidon. Après 7 ans chez Too Good To Go, à y bosser d'arrache-pied à peu près 150 heures par semaine. Aujourd'hui, on a une magnifique équipe de 1200 collaborateurs, ce qui me permet aussi de m'engager dans d'autres projets. 1200. Ouais, 1200. Ça fait du monde, je connais plus tous les prénoms. Ça crée de l'emploi. Malheureusement. Et donc de pouvoir m'engager aussi dans d'autres initiatives, notamment une très belle initiative collective qui s'appelle C'est qui le patron, qui aide à mieux rémunérer les producteurs. Et on sait à quel point on en a besoin aujourd'hui quand on parle de souveraineté alimentaire et quand on parle des gens qui nous nourrissent et qui ne peuvent, eux, plus nourrir. Donc je suis très impliquée aussi dans cette belle aventure. Et puis dans tout un tas d'autres projets. Aujourd'hui, les initiatives pullulent et il y a tout un tas d'entrepreneurs avec un E et sans E qui font des choses assez incroyables. Et donc je m'attelle à essayer de les aider du mieux que je puisse. Et donc quelle belle opportunité de pouvoir présider ce jury d'Europe 1 où effectivement on a découvert avec le jury tout un tas de splendides initiatives qu'on a eu du mal à départager, mais on a hâte de vous les révéler. Je dois dire qu'on a aussi discuté du fait qu'on aurait aimé en voir encore plus de femmes entrepreneurs. C'est un vrai sujet aujourd'hui. On a besoin d'avoir des entrepreneurs au féminin qui se reconnaissent dans l'idée que c'est possible, qu'elles aussi peuvent faire changer le monde. Donc n'hésitez pas, si vous êtes dans la salle et que vous avez envie de vous lancer dans un beau projet, vous aussi, vous pouvez devenir... le mot d'entrepreneur se conjugue au féminin aussi. Et on essaye d'en voir de plus en plus dans les initiatives qu'on récompense. Et donc, on va sans plus attendre, je pense, passer à vous annoncer qui sont les grands gagnants de cette soirée. Et j'espère vous transférer plein de courage pour vraiment utiliser l'entreprise comme un vrai véhicule à impact, parce qu'on a tout un monde à réinventer et à changer. Et il y a plein de solutions à trouver tous ensemble. Merci. Merci, Lucie. On vous retrouve tout à l'heure pour... le prix du Trophée européen de l'avenir dans la catégorie internationale. Allez, je suis sûre que tout le monde est impatient de découvrir le premier lauréat. Place au Trophée européen de l'avenir, édition 2023, dans la catégorie alimentation. Comment nourrir toute la planète d'ici 50 ans? Pour y répondre, il faut de l'innovation. Voici les nommés. Les nommés de la catégorie alimentation sont Bon Vivant, qui propose des produits laitiers délicieux à base de levure et de fermentation et sans utiliser le lait animal. Bric-à-Vrac, pour faire disparaître les emballages plastiques, ils ont créé la station de produits alimentaires en vrac connecté. Auguste, les sauces enrichies faites par un chef étoilé qui permettent de lutter contre la dénutrition des malades. Protem, un enrobage comestible pour conserver des fruits et des légumes plus longtemps et lutter contre le gaspillage alimentaire. Et pour remettre le nom du gagnant du Trophée européen de l'avenir dans la catégorie alimentation, j'appelle la chef pâtissière Nina Métayer et Olivier Pouls. Bonsoir. Bonsoir Nina. Bonsoir Olivier. Olivier que vous pouvez écouter chaque samedi dans la table des bons vivants, mais aussi dans Historiquement Vôtre, c'est ça, sur Europe 1. Nina Métayer, vous avez été élue, bonsoir, meilleure pâtissière de l'année 2 années de suite, 2016, 2017, notamment par le prestigieux guide Goemio. Vous avez fondé Délicatesserie, une pâtisserie en ligne. J'ai un peu parcouru vos réseaux sociaux. Je crois que votre truc, c'est la pavlova. Oui. Hein? Alors en fait, faire des bons gâteaux. Ouais.
partager des choses simples, comme la gourmandise, mais en fait, les choses simples, c'est pas si simple. Une tarte citron, ça peut être très bon, comme pas bon. Et qu'est-ce qui rend heureux? C'est les très bonnes tartes citron. Et derrière une tarte citron, il y a beaucoup de choses. Il y a des agriculteurs, il y a des gens qui travaillent, des gens qui produisent, qui fabriquent, qui vont aller sourcer les citrons, qui vont aller les cueillir à bonne maturité. Ensuite, ils vont être acheminés, on va les travailler. Il y a les équipes qui travaillent au quotidien. Il y a toute l'organisation qui fait qu'à la fin, une petite tarte citron se retrouve dans votre assiette, qu'elle est craquante, qu'elle est fondante, qu'elle a ce petit goût acidulé, cette meringue légère. Voilà, et tout ça, c'est vraiment un travail d'équipe. Et je suis très fière aujourd'hui d'avoir une équipe, la délicatisserie et tous ces gens-là qui travaillent avec moi de bonne humeur. D'ailleurs, vous avez dit que votre envie première, c'était de faire plaisir aux gens. C'est ça l'entrepreneuriat aussi, dans la pâtisserie? Moi, ça a été le moteur, c'était les clients, rendre mes clients heureux, mais rendre aussi les producteurs heureux, ceux qui vont produire nos matières premières, et l'équipe, pour au quotidien se lever avec le sourire. Quand j'arrive au travail, il y a des sourires, il y a de la bonne humeur, et c'est tout ça qui fait des bons gâteaux. Voilà. Olivier Pouls, on vous retrouve cet été sur Europe 1 dans la marche de midi, c'est ça? Les marchés de midi qui vont démarrer dans la nouvelle grille à partir du 9 juillet, tous les jours. On va faire un peu ça, on va se balader en France, on va aller chercher des bons produits, on va aller chercher des chefs, on va trouver des producteurs qui vont nous raconter ce qu'est leur vie, leur métier. Des gens qui travaillent dur, qui se lèvent tôt pour être sur les marchés notamment, et on va partager avec eux leur savoir-faire, et puis surtout on va mettre tout ça en musique avec des chefs. Ma copine Stéphanie Lecalec qui va m'accompagner et qui donnera ses trucs et astuces, et voilà, on va se balader un peu partout en France et découvrir des produits. Vous aimez bien raconter des histoires, parce que vous êtes aussi sur Historiquement Vôtre. Vous avez raconté une histoire où il paraît que il y avait des véganes au XIIIe siècle qui terminaient au bûcher. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je ne sais pas s'il y a beaucoup de véganes dans la salle. En tout cas, si vous ne mangez pas de viande aujourd'hui, vous ne risquez plus rien. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais c'est vrai qu'au XIIIe siècle, dans les années 1200, lorsque le pape Innocent III a lancé les premières croisades contre les albigeois, vous savez, ces cathares qui s'étaient rebellés contre l'Église, l'une des manières de démasquer les cathares, c'était de savoir s'ils mangeaient ou non de la viande, parce que les cathares étaient véganes et végétariens. Ils pensaient que les âmes pouvaient s'incarner dans les corps d'animaux, et donc en mangeant un bœuf, ils mangeaient potentiellement leurs grands-parents. Donc évidemment, ils n'en voulaient pas, et les croisés essayaient de savoir si oui ou non ils étaient végétariens, s'ils refusaient de manger de la viande au bûcher. Au bûcher. Bon, on en apprend tous les jours grâce à vous, Olivier Pouls. Bon, on veut connaître le résultat. On y va. Alors, le gagnant dans la catégorie alimentation, Nina Métayer, je vous laisse ouvrir l'enveloppe. Alors, le gagnant de la catégorie alimentation, c'est Bon Vivant. Stéphane Macmillan. Stéphane Macmillan. On va y arriver. Félicitations. Merci à tous. Merci beaucoup. Stéphane Macmillan, start-up lyonnaise, c'est ça? Absolument. Ouais. Vous, il y a un an, vous étiez encore chez McKinsey. Et oui, ça arrive. Que s'est-il passé? Comment on passe d'un cabinet de conseil à... Racontez-nous un petit peu ce qu'est Bon Vivant, parce que c'est de l'alimentation de précision, de fermentation de précision. Racontez-nous. Oui, alors il y a plusieurs questions du coup. Comment on passe de McKinsey à ça? En fait, j'ai fait l'inverse, c'est que j'ai lancé 2 startups avant. Ensuite, je rejoins McKinsey et j'ai eu l'idée de monter Bon Vivant juste avant de les rejoindre. Donc, j'ai commencé à bosser sur McKinsey en parallèle de Bon Vivant. Ça, c'était pour la première question. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Très simplement, alors avec mon associé, elle n'est pas là, Hélène Briand, et puis toute l'équipe, on a remis au goût du jour une technologie qui a été inventée par un Français, Louis Pasteur, pour produire des protéines, et en particulier, nous, c'est les protéines du lait. Cette technologie s'appelle la fermentation de précision. Grâce à ça, on fait l'insuline. On fait également aussi la vanilline. Nous, on a appliqué ça au lait. L'avantage, il est double. Répondre, à la baisse de la production du lait. On estime que ce sera entre 20 et 30% d'ici à 2030. Donc il y aura un déficit de production.
Et deuxièmement, la production actuelle du lait, de manière conventionnelle, donc c'est-à-dire par un macro-organisme qu'on appelle une vache, ça produit énormément ça a besoin de beaucoup d'eau, beaucoup de gaz à effet de serre. En utilisant un micro-organisme, comme les levures, on réduit énormément cet impact-là. Merci. Merci Stéphane Macmillan. Merci à vous tous. Un petit mot, Olivier Pouls, vous voulez l'encourager, ou Nina, vous avez un conseil à lui donner? Ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que ça a vraiment le goût du lait? Parce que finalement, c'est ça la question. Oui, alors il y a le goût, la texture aussi qui sont importants. Et ça vient en effet des protéines pour une bonne partie. Donc on récupère grâce aux protéines une grande part de ce qui fait le bénéfice du lait, toute la partie nutrition évidemment, et le goût et la texture. Merci Stéphane Macmillan. Je vous redonne votre trophée. Ne l'oubliez pas. Merci beaucoup. Et je vous laisse rejoindre le photocall. Vous allez retrouver l'influenceur Adil et vous allez prendre aussi une petite photo. Allez, on poursuit ces trophées européens de l'avenir avec la catégorie santé. Là aussi, beaucoup de projets. On a remarqué cette année de plus en plus d'entreprises centrées sur les tests de diagnostic, prédire la maladie, avoir un temps d'avance. Voici les nommés. Les nommés de la catégorie santé sont Agent T, la méthode de détection précoce de la maladie d'Alzheimer à partir d'un diagnostic sanguin. Lattice médicale, la prothèse de sein régénérative pour les patientes ayant subi une mastectomie. Nabla, l'intelligence artificielle qui devient l'assistant médical du médecin pour lui faire gagner du temps en consultation. Ziwig, un diagnostic innovant qui permet à partir d'un test salivaire de détecter l'endométriose en 10 jours. Et pour découvrir le nom du gagnant du trophée européen de l'avenir dans la catégorie santé, j'appelle Francis Berenbaum et Alain Toledano. Bonsoir Francis. Bonsoir. Professeur de rhumatologie, vous êtes l'un des membres fondateurs de la Fondation Arthritis, ainsi que à vos côtés Alain Toledano, oncologue et radiothérapeute, fondateur de l'Institut Raphaël à Levallois, la maison de l'après-cancer. Justement, tiens Alain, le temps d'avance, vous l'avez eu. Je rappelle d'abord que vous avez été lauréat dans la catégorie santé l'année dernière. Vous étiez là, à la même place, vous aviez reçu le prix. L'Institut Raphaël, situé à Levallois, qui prend en compte le patient dans sa globalité, mais non pas juste sous prise de la maladie. Comment ça va là-bas? Est-ce que vous vous êtes développé depuis un an? Ça va très bien, je vous remercie. D'abord de mettre en avant les valeurs d'une santé globale et accessible à tous. Et c'est vrai que le Trophée européen de l'avenir nous a beaucoup aidés. Et finalement, on a tendance, on l'a déjà dit l'année dernière, à capturer la santé. Et la santé n'est pas que l'absence de maladie. Et la santé va se composer de la santé psychologique, la santé émotionnelle, la santé sociale, la santé sexuelle, la santé environnementale. Et cette vision de la santé globale, elle doit nous porter. Et c'est comme ça qu'on arrivera à transformer notre système. Bon, voilà. Donc, on offre effectivement des soins gratuitement aux patients. Et on est très content de participer en tant qu'Institut Raphaël et moi personnellement à cette remise de trophée. Francis Berenbaum, Fondation Arthritis, c'est une fondation qui a 34 ans, qui tente de trouver des solutions pour les personnes qui souffrent des rhumatismes. Le rhumatisme, ça ne touche pas que les personnes âgées, ça touche 10 millions de personnes. Et donc, voilà, c'est une fondation en soutien qui est accompagnée par la marque Clarins aussi. Exactement. Donc voilà, moi je suis rhumatologue, je dirige le service de rhumatologie à Saint-Antoine, une équipe INSERM qui est dédiée à la recherche de nouvelles cibles thérapeutiques dans l'arthrose. Et en fait, effectivement, derrière le mot rhumatisme, j'imagine que ça évoque surtout pour vous peut-être une personne âgée assise dans son fauteuil avec peut-être sa canne ensuite pour se relever. En fait, c'est absolument totalement faux. Ça touche du plus petit effectivement aux plus âgés, et c'est la première cause de handicap dans le monde. Je n'ai pas envie de plomber la soirée. Non, mais il y a des solutions. On peut quand même, oui, et voilà, et on va arriver à des solutions. C'est pour ça que nous sommes là. Mais par exemple, quand un enfant qui naît aujourd'hui, il a malheureusement un risque sur 2 d'avoir dans sa vie une arthrose. Et si on parle rien que de cette maladie, il y a un risque sur 10 d'avoir une prothèse totale de genou, une prothèse totale de hanche. Donc on voit qu'il y a besoin de solutions, et c'est la raison pour laquelle la Fondation Arthritis a décidé de modifier sa stratégie, une fondation reconnue d'utilité publique, pour aller vers l'innovation.
Et donc, juste pour donner un exemple, elle a décidé de soutenir un projet qui est justement dédié à l'arthrose et qui a pour but de régénérer un médicament. C'est quoi la régénération d'un médicament? C'est utiliser un médicament qui est aujourd'hui indiqué dans une autre indication, et en modifiant le mode d'administration, eh bien, on va avoir une nouvelle indication. Et les résultats semblent particulièrement intéressants puisque c'est déjà en clinique. Donc tout ça pour dire qu'il y a vraiment une volonté d'accompagner l'innovation. C'est la raison pour laquelle je suis particulièrement content d'être là ce soir avec plein de personnes qui cherchent des solutions pour changer le monde, en particulier dans le domaine de la santé. Et justement, avec ce prix, c'est comme au César quand il y a la musique qui commence à sonner. Oui, en fait, grâce à ce prix, eh bien, ça permettra à la personne qui va recevoir ce prix, à la société qui va recevoir le prix, de profiter d'une campagne de communication qui va être soutenue par la Fondation Arthritis. Je tiens à dire aussi avec vous, Alain, après on fait durer le suspense, l'Institut Raphaël ça a donné une chaire de santé intégrative au CNAM. C'est important, c'est tout récent. Oui, effectivement, le Conservatoire national des arts et métiers se réorganise avec des écoles des métiers de la santé, des écoles de la transition écologique. Et on a ouvert cette chaire au Conservatoire pour promouvoir les nouveaux savoirs en santé et cette posture de l'intégration, parce qu'on a tous besoin d'intégrer quelque chose de différent de nos expertises, certes, mais d'avoir une vision globale. Allez, maintenant on va connaître le nom du lauréat, Francis Berenbaum. Allez-y. Alors, voilà. Donc, le gagnant, le premier trophée de la santé, c'est Lattice Médical. Julien Payen. Julien Payen. Donc, pour ce projet... C'est une prothèse, il va mieux nous l'expliquer, c'est une prothèse de sein en biopolymère. Apparemment moins... Est-ce que vous l'avez apporté? Ah, formidable, il a tout prévu. Formidable. Au cas où. Bravo, félicitations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tenez. Écoutez, merci. Donc, allez-y. Je vous explique. Mais oui. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on fait chez Lattice Médical? C'est une société qui a été créée il y a 5-6 ans, fin 2017, au CHU de Lille, avec 2 médecins et un chirurgien plasticien. Alors, c'est pas très réjouissant aussi. On travaille sur le cancer du sein. C'est malheureusement le premier cancer chez la femme. Et dans le traitement, il y a encore 240 000 mastectomies totales. Donc, c'est une ablation du sein. Et on a 2 techniques de reconstruction aujourd'hui, soit des implants en silicone, c'est un corps étranger sur le long terme, ça peut poser des problèmes. Et de l'autre côté, on a des techniques autologues qui sont itératives ou très invasives. Et donc nous, on a mélangé des biomatériaux, de l'impression 3D, pour en faire une bioprothèse qui s'appelle Matisse, c'est ça. Et donc une fois que Matisse est implanté, eh bien, ça va régénérer pendant 6 mois le tissu autologue adipeux du sein. Et progressivement, tout ça, ça résorbe. À la fin, la patiente retrouve son sein, reconstruit de l'intérieur, une plus belle image de soi. Et voilà. C'est une chirurgie rapide, 1 heure à 1 heure et demie, contre 10 heures. C'est ça, exactement, 1 heure. C'est actuellement en essai clinique. Vous faites la reconstruction en même temps que la mastectomie. Ouais, exactement. Alain, pour que ce soit moins invasif. Oui, alors, c'est ça. Donc en fait, en tant que cancérologue, je trouve ça remarquable. J'ai voté pour vous. Allez-y, Alain, ouais. on n'a pas entendu. Je le dis, il n'y a pas de raison maintenant. Mais bien sûr, Alain, voilà. Allez-y. Non, effectivement, on a tous en tête ce mythe des Amazones où des dames brandissaient fièrement leur poitrine sans avoir un sein et c'était des guerrières. Mais dans la vraie vie, c'est beaucoup de femmes qui sont mutilées. Il y a une perte de l'image de soi, de la confiance en soi, des troubles de la sexualité. Et c'est vrai qu'avoir un geste opératoire mutilant sans avoir de possibilité de reconstruction, et par ailleurs, il y a effectivement des reconstructions avec des faibles résultats esthétiques qui ont un impact sur la santé mentale et sur la vie de la femme, ses enfants, ses aidants. Voilà. Donc d'avoir fait ça avec cette ingéniosité, et puisque ça promet en termes de résultats esthétiques, puisque c'est personnalisé, je trouve ça remarquable et je vous félicite. Félicitations. Amplement mérité. Et puis surtout, vous travailliez avant dans le tissu technique, dans le textile technique. Vous n'étiez pas dans la santé. Non, mais c'est aussi un parcours d'entrepreneur.
C'est la petite histoire. Donc, je suis ingénieur textile et quand on a fait nos recherches il y a une dizaine d'années, on travaillait avec des biomatériaux qu'on mettait en œuvre sous forme d'un textile particulier qui est la dentelle de Calais. Et c'est pour ça que ça s'appelle Matisse, pour matrice textile tridimensionnelle pour la reconstruction tissulaire. Et ben Matisse, il est né dans le territoire où on fait la dentelle. Et tout est fabriqué en France. Merci à vous, Julien Payen. Merci à Alain Toledano. Merci, Francis Berenbaum. Je vous laisse rejoindre le photocall. Merci à vous. Allez, maintenant, place. Ça fait du bien d'entendre, de voir toutes ces belles innovations françaises. Place à la catégorie éducation. L'année 2022 démarrait sur les chapeaux de roue pour le marché de la EdTech mondiale. C'est comme ça qu'on appelle les entreprises, les startups dans le monde de l'éducation. Il y a eu un cru exceptionnel en 2021, énormément d'investissements. Ça se structure de plus en plus. Alors, on a eu pas mal dans les années précédentes. C'était beaucoup d'entreprises autour du codage, l'apprentissage du codage, des startups autour des cours en distanciel. La crise sanitaire est passée. Cette année, on a eu beaucoup de projets autour des apprentissages dans le plaisir. C'est peut-être ça la clé, donner envie aux enfants et aux jeunes. Je vous propose d'abord de découvrir les nommés. Les nommés de la catégorie éducation sont Atorica, des box et une application pour faire découvrir l'art et la science aux enfants. Bismart Edu, la plateforme pour se préparer aux concours scientifiques sans barrière géographique. Edutainment, la plateforme qui vous apprend l'anglais en combinant des milliers de films avec des cours de langue. Polymnia, la première intelligence artificielle qui analyse vos discours pour améliorer vos prises de parole. Et pour découvrir le nom du gagnant du Trophée européen de l'avenir 2023 dans la catégorie éducation, j'appelle Philippe Colléon, le président d'Academia fondateur, et la coach sportive Julie Pujol. Bonsoir Julie. Bonsoir. Bonsoir Philippe. Julie. Je commence avec vous. Bonsoir. Julie, nous sommes ravis de vous avoir parmi nous. Vous êtes connue sur les réseaux, notamment depuis le confinement, puisque vous nous avez, pour pas mal d'entre nous, vous avez aidé à passer ce confinement, à nous faire du sport. Donc on a pu rester en forme. Vous donnez, d'ailleurs, ça a donné lieu à votre entreprise, lescoursdejulie.com. Vous êtes une entrepreneure depuis la crise sanitaire. Vous-même, vous avez été élevée par un papa rugbyman. Cette rigueur, cet engagement dans le sport, c'est capital aussi dans l'éducation. Vous avez aussi un enfant. Oui, je trouve. Moi, je ne suis pas sportive à la base, mais j'ai fait beaucoup de danse et je pense que oui, j'ai envie de transmettre ça à mon enfant. La rigueur, l'autodiscipline, je pense que ça sert dans tous les domaines. Vie, ouais, dans tous les domaines. Philippe Colléon, c'était pas simple d'être départagé. Non, c'était pas simple. C'est compliqué cette année. Très compliqué. Il y avait de très très beaux dossiers. Ouais. Dans un enjeu clé qui est l'éducation aujourd'hui. On parle de trophée de l'avenir. Je pense qu'il faut on pense des enfants. Quand on pense enfants, on pense éducation. Des enfants qui ont passé 3 années scolaires de Covid. Voilà, donc il y a beaucoup de travail. Et justement, par rapport à ce que tu disais, je pense qu'il faut réenchanter l'éducation, redonner du plaisir et du sens aux enfants. C'est ce qu'on essaye de faire avec nos 15 000 enseignants. Et d'ailleurs, vous faites attention à toutes ces start-up qui naissent pour que les enfants, les jeunes puissent apprendre en s'amusant, tout en gardant cette distance nécessaire dans les apprentissages. C'est hyper important. Oui, il y a une étude qui montrait que 7% de ce qu'apprend un enfant est à l'école. Donc aujourd'hui, 93% de ce qu'un enfant apprend est en dehors de l'école, à travers les réseaux sociaux, à travers les copains, etc., etc. Donc aujourd'hui, effectivement, l'éducation n'est pas seulement l'affaire de l'éducation nationale, mais l'affaire de tous. Et effectivement, là-dessus, il y a besoin énormément d'innovation. Il y avait des très beaux projets. Il y avait des très beaux projets, il a fallu en choisir un. Donc je vais vous demander de vous approcher pour ouvrir l'enveloppe. Julie, c'est à vous. Le gagnant du Trophée de l'éducation est Edutainment. Clotaire Marmignon. Clotaire Marmignon, qui donc lui il est venu avec son frère, je crois. Montez tous les deux, venez, puisque c'est une entreprise familiale.
Félicitations. J'en ai qu'un pour vous deux. On va le partager, vous êtes frères. Alors, je vais leur donner un micro. Voilà. C'est vous, Clotaire? Non. Alors, Clotaire et Corentin. Vous, en plus, vous venez d'un territoire très industriel. Vous venez des Hauts-de-France. Vous venez vraiment d'une vraie culture de la débrouillardise. Et vous avez lancé cette start-up pour apprendre aux jeunes l'anglais tout en regardant des séries. C'est ça. Alors, en fait, nous, on vient des Hauts-de-France. Et depuis notre plus jeune âge, nos grands-parents étaient agriculteurs, ouvriers. Ils nous ont appris à se battre pour y arriver dans la vie. Donc, on a toujours financé nos projets avec des prêts. Il faut savoir que quand on étudiait à Paris, on prenait le train à 5h du matin dans le Nord pour être à 8h à la gare du Nord, 8h30 en cours. On rentrait le soir chez nous à 22h dans le Nord et le lendemain, rebelote à 5h. Donc, on s'est toujours battu. On est parti aux États-Unis avec $500 en poche. On a travaillé à Hollywood, dans l'industrie du film, plusieurs années. Et là, il y a eu un constat qui était flagrant, c'est on peut se servir des films et séries pour progresser en langue. Et donc, on est rentré en France, on a créé notre start-up, on a refait des prêts. On a monté une équipe, on payait tous nos collaborateurs, sauf nous. Tout ce qu'on gagnait, on le réinjectait dans l'innovation. Et derrière, on est reparti à Stanford pour être encore plus performant et amener vraiment un service énorme. Et à l'heure d'aujourd'hui, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on est la seule entreprise dans le monde à travailler avec les studios hollywoodiens à un but pédagogique, et la start-up, elle est française. C'est exceptionnel, bravo. Ce sont tous les films? Quel type de film, par exemple? On travaille avec quasiment tous les studios. Il en reste un, c'est celui aux grandes oreilles, qu'on travaille depuis un peu plus de 5 ans. Mais sinon, on a tous les autres studios. On a effectivement une proposition de valeur qui est unique. On a accès à l'intégralité du catalogue. C'est quoi le film avec lequel on apprend vraiment l'anglais Là, je peux vous donner des exemples. Il y a Spider-Man, Once Upon a Time in Hollywood. Il va y avoir pas mal de films. Et en plus de ça, parce qu'on est aussi organisme de formation certifié Calliope, on accompagne des entreprises de toutes industries sur la montée en compétences de leurs collaborateurs, puisqu'on a aussi un peu plus de 10 000 vidéos pédagogiques qui sont vraiment accessibles et disponibles pour toutes sortes de métiers. Ça va vraiment des personnes qui travaillent notamment dans les ateliers, dans les grandes maisons de joaillerie, jusqu'à la gestion de la relation client dans des aéroports, dans des clubs de football. Vous leur demandez de regarder, vous conseillez des séries par exemple? On conseille des séries, on achète des contenus pédagogiques. Je vois Madame la Ministre au premier rang, on a des vidéos notamment sur pourquoi Marianne est le symbole de la France dans des cités éducatives. On a des vidéos sur le général de Gaulle en anglais. Donc en 5 minutes ou 10 minutes, on peut en savoir un peu plus sur le général de Gaulle. Et je pense qu'aujourd'hui, avec parfois les périodes troubles qu'on traverse, c'est hyper important de pouvoir inspirer les jeunes, leur montrer qu'il y a une voie, que c'est possible, que ce sont des personnes qui ont démarré pas forcément avec plus de choses que nous, plus de chances, mais qui se sont donné les chances de réussir, de s'offrir un destin pour la France ou pour une entreprise ou pour un monde meilleur. Et je pense que c'est surtout pour ça qu'on est là. On intervient beaucoup dans les écoles et si on arrive à inspirer 1% des jeunes qu'on rencontre toutes les semaines, je pense que notre mission est réussie, oui, tout à fait. Félicitations, ça fait du bien. Merci C'est beaucoup. ça les trophées européens de l'avenir. Bravo. Je vous laisse rejoindre le photocall aussi. Allez, on poursuit cette cérémonie avec la catégorie mobilité. Au cœur de la mobilité, nos déplacements, là aussi, on l'a vu encore ce soir, le monde est en pleine transformation. Il y a des embouteillages, il suffit de voir Paris, des embouteillages partout dans Paris. Des travaux, mais des petites lueurs d'espoir. Il y a des pistes cyclables, des voitures électriques. 3 mots qui reviennent sans arrêt dans les startups autour de la mobilité, c'est la décarbonation, l'électrification et l'hydrogène. Là aussi, c'était compliqué de choisir parce qu'on doit se projeter, on doit tenter de voir ce qui va fonctionner le plus et surtout, ce sera quoi le coup d'après? Place aux nommés. Les nommés de la catégorie mobilité sont Ascendance Flights, développe des modèles d'avions propres, moins bruyants et décarbonés. CAPS, réinvente la mobilité urbaine avec des capsules volantes électriques en ville pour le transport de passagers. Abello, un kit d'électrification universelle et waterproof qui transforme votre vélo en vélo électrique le plus simplement du monde. Urban Loop, un transport écologique et autonome en capsule sur rail guidé par l'intelligence artificielle. Ils sont tous canons, c'est les 4 projets. Pour remettre le trophée européen de l'avenir dans la catégorie mobilité, j'appelle Taï Chris, Céline Géraud et Anthony Valentini. Ils
103. Bonsoir Taïk, bonsoir Céline et bonsoir Anthony. Ravi de vous voir ici ce soir. Taïk, je vais commencer avec vous. Vous, typiquement, on se connaît depuis peu puisque on a eu la chance de vous avoir dans l'émission quand nous étions en direct de Roland Garros, toujours autour de l'entrepreneuriat. Taïk, vous êtes passé du roller à l'entrepreneuriat puisque vous avez été champion du monde. Voilà, champion du monde de roller pendant de longues années. Mais après, j'ai toujours essayé de créer des boîtes, mais au début dans mon sport. Mais c'est vrai qu'il y a 9 ans, j'ai fait vraiment le grand saut en démarrant de zéro dans une nouvelle industrie. Il a sauté de la Tour Eiffel quand même en roller. C'était il y a longtemps. 2010. Et du coup, il y a 9 ans, j'ai créé une boîte dans les télécoms, donc il n'y avait rien à voir avec le roller. Sur ce lit d'hôpital, j'ai imaginé quelque chose dans les télécoms Parce que vous avez eu beaucoup de fractures, vous avez été blessé. Quand on fait des sports de l'extrême, on est souvent fracturé, donc on a le temps de penser à la prochaine entreprise. Exactement, et j'aimais sortir de ma zone de confort, essayer de penser à quelque chose de nouveau, donc j'ai imaginé de mettre des numéros de mobile dans le cloud. Alors j'ai été voir au début des fonds d'investissement pour me financer, mais ils ne voulaient pas mettre 1 euro parce qu'en tant que roller, en béquille, qui n'avait jamais fait d'études, etc. Et finalement, ça a été mon chirurgien et tous mes amis qui ont investi. Parce que les banques vous disaient non, on ne va pas vous aider, mais c'est votre chirurgien, à force de vous voir, il s'est dit tiens, mon chirurgien, mes amis, et donc 130 personnes ont investi comme ça 10 millions d'euros. Du coup, je suis devenu après expert dans les télécoms, j'ai inventé des brevets, les fonds d'investissement ont rajouté 10 millions d'euros de plus, et voilà, maintenant la boîte... Ça fera une série pour Edutainment en anglais pour apprendre l'anglais. Pourquoi pas. En tout cas, la boîte est rentable et on est 120 et c'est et ça s'appelle On-Off. On-Off, voilà. On-Off, votre entreprise. Céline Géraud, voix d'Europe 1 que vous connaissez sûrement, chef du service société. On vous retrouve tous les soirs dans Europe 1 Sport. Vous êtes fait remplacer ce soir, merci beaucoup. Exceptionnellement. Bon, je peux vous dire qu'on est vraiment en sécurité avec Céline Géraud puisque vous êtes vice-championne du monde de judo, 7e dan, donc on se tient tous à carreau. Céline, comme Taïk, vous êtes donc une professionnelle du sport, une professionnelle du surpassement. Ces valeurs sont-elles compatibles, vous, en tant que chef du service société, avec nos grands projets de société ? Complètement. Déjà, le judo, c'est quand même le seul sport où on apprend à chuter avant de faire chuter. Donc j'ai chuté à peu près 10 000 fois avant de faire tomber une bonne fois pour toutes en finale des championnats du monde et des championnats d'Europe. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui construit. Le judo aussi, c'est quelque chose, et ça va faire rire Donna Vidal-Revel, mon boss. Faut être solide sur les appuis et souple au niveau du haut du corps. Et l'air de rien, c'est quelque chose. C'est-à-dire que ça veut dire qu'on a des bonnes bases, mais après, il y a une forme de souplesse, de relâchement. Et les 3 choses qui sont vraiment indispensables quand on a fait du sport de haut niveau, c'est quelque chose, ça écrit, si tu m'arrêtes si je me trompe, qui nous rassemble et qui est une vraie plus-value aussi, finalement, quand on a fait du sport de haut niveau dans les boîtes. Je sais qu'aujourd'hui, des fois, de recruter un athlète de haut niveau, c'est une plus-value. C'est la maîtrise du geste, la maîtrise du temps et la maîtrise de l'énergie. Et c'est des choses que naturellement le sport permet de gérer, d'apprendre. Et quand on maîtrise ces 3 piliers, finalement, on est assez solide. Et pour les projets de société, en tant que chef du service, c'est vrai que ça m'aide énormément dans la gestion effectivement du stress, le niveau d'exigence, le courage, la bravoure parfois qu'il faut pour aller chercher les infos, pour maintenir le niveau. Et tout ça est très utile. Et j'encourage évidemment toutes les boîtes qui sont là à embaucher des sportifs de haut niveau. Il y en a beaucoup qui sont en course pour les Jeux Olympiques et ils seront forcément sur le marché de l'emploi après. Alors comme je vois que les boîtes qui sont les belles entreprises qui sont récompensées ce soir, les entrepreneurs auront peut-être besoin de main-d'œuvre, alors allez-y, ils vous attendent. Merci Céline. Beau parcours. Et Anthony Valentini, on est ravis de vous avoir. Vous êtes directeur général de CCI France, notre partenaire. Vous êtes toulousain ? Hein, non, mais pas de roller. Ah, je pense que c'est un petit peu non, quand pas même. toulousain. J'ai ni fait de judo et le roller s'est arrêté très tôt. Alors vous faites quoi comme sport, vous ? Alors je fais pas mal de sport, mais ça reste privé, ça, non ? Oui, bien sûr. Vous êtes là aussi pour nous. Vous accélérez. Vous faites un tandem avec Alain Di Crescenzo, le président de la CCI, pour accélérer la transformation des CCI et notamment concernant la mobilité au cœur de nos territoires. C'est un enjeu majeur pour les chambres de commerce. Alors en fait, cette catégorie, elle répond chez nous à 2 sujets. Le premier, c'est l'entrepreneuriat, puisqu'on est un réseau de 122 chambres de commerce et d'industrie sur les territoires qui accompagnons au quotidien les parcours des entrepreneurs. Pour vous donner un chiffre, on accompagne un porteur de projet toutes les 6 secondes en France. Donc ça représente un volume significatif. On aime ça parce que c'est utile, c'est nécessaire pour l'économie de notre pays et c'est nécessaire aussi pour l'équilibre des territoires. Parce que nous, ce qu'on aime, c'est accompagner des porteurs de projets, mais on aime qu'ils se fixent ensuite pour mailler l'ensemble du territoire et créer de la valeur. Et la catégorie des mobilités, pour nous, elle fait écho à une autre de nos missions, qui est la gestion d'infrastructures. On gère des ports, des aéroports,
des parcs d'exposition, des ponts. Et en fait, il faut toujours réfléchir au coup d'après, à la fois pour être dans les enjeux de décarbonation, d'économie durable, et aussi parce que ça a l'aspiration des gens de se déplacer, et il faut réussir à l'accompagner. Et derrière, il y a beaucoup de poésie derrière le déplacement, et nous, on a envie de continuer à faire vivre ça. Merci. Maintenant, on a envie de connaître le nom du gagnant. Alors, c'est moi qui l'enveloppe. Alors, c'est Taï qui a l'enveloppe. Grosse pression. Alors, c'est Ascendance Fly Technology. Clément Dinel et Benoît Ferrand. Ascendance Flight Technology. Start-up toulousaine. Oui, voilà. Toulouse en force. Bonsoir et bienvenue et surtout bravo. Bravo. Bravo, ouais. Vous êtes content? Oui, ravi. Vous pouvez, hein. Premier vol, je crois, prévu en 2024. On rappelle ce que c'est. C'est comme un hélicoptère. C'est un avion, mais qui décolle et qui atterrit à la verticale. C'est ça? On va donner un petit micro. Petite question, juste par curiosité. Vous arrivez à voler combien de temps et avec combien de passagers? Alors en fait, c'est un avion à décollage vertical, effectivement, donc à mi-chemin entre l'hélicoptère et l'avion. Et donc c'est un rayon d'action de 400 km. Voilà. Donc avec 5 sièges, un pilote, 4 passagers. Donc avec une propulsion hybride, électrique et thermique. Donc c'est ça qui nous permet d'aller assez vite et assez loin et d'aller toucher plutôt des marchés régionaux, etc. et de proposer des alternatives plus efficientes à l'hélicoptère en fait. Alors moi, quand j'ai découvert votre projet, j'ai immanquablement pensé à 2 films, Blade Runner et Le 5e élément. Super Green, vous savez, quand Mila Jovovich tombe dans le taxi là, avec Bruce Willis et tout ça. Je me suis vraiment projetée. Ouais. C'est vraiment la mobilité du futur. Elle sera verticale, la mobilité du futur. Oui, exactement. C'est des références effectivement auxquelles on se raccroche nous-mêmes. Ah, ça me rassure. Vous l'avez vu combien de fois? Voilà. Et puis vraiment, cet avion-là, c'est une de nos 2 lignes de produits, puisqu'en fait, c'est aussi un catalyseur de techno. On développe beaucoup de choses autour de la motorisation hybride qu'on vend ensuite à des avionneurs. Donc là, on vient de... Bon, je vais te laisser... Exactement, c'est un peu plus mon domaine. Donc effectivement, Ascendance, ces 2 produits, il y a effectivement le VTOL qui fait un peu rêver, qui est lié un peu à l'imaginaire. Mais Ascendance, depuis le début, c'est aussi être pragmatique et essayer d'avoir une influence dans l'aéronautique au sens large. Et c'est pour ça que les technologies d'hybridation, on cherche à les implanter aussi plus largement dans l'aviation, sur d'autres plateformes, et utiliser vraiment ce produit pour tirer les technologies. Et c'est notamment le salon du Brejet en ce moment, et on a annoncé aujourd'hui un partenariat avec Daher, qui est un des grands acteurs de l'aviation générale sur des avions de 6-7 places, et qui nous a choisi pour hybrider leurs prochains avions. Ouais. Ce sera très utile pour tout ce qui est logistique médicale, Exactement. Pour transporter des médicaments. C'est ça la première raison aujourd'hui. C'est ça. Donc les mobilités, c'est vraiment alors pour ATA, notre avion, c'est du transport de personnes, donc 4 passagers, aussi du cargo. Donc sur ce type de distance-là, pour lier et mailler régionalement. Et le transport médical aussi, où il faut adapter la cabine pour pouvoir accueillir ce type d'usage. Une dernière question, la mobilité elle sera aussi verte parce que vous avez cette facette à votre entreprise. Oui, complètement. C'est vraiment notre but, notre vision chez Ascendance, c'est de contribuer à la décarbonation de l'aviation. Donc c'est un gros sujet. Donc on commence par des petits avions, mais voilà, on parle déjà de 6-10 places. On voit des avions à hydrogène commencer à voler avec des capacités de 20 places. Et donc, sur notre appareil à décollage vertical, en fait, grâce à la propulsion hybride et aux ailes, on compte réduire de 80% les émissions de CO2 par rapport à un hélicoptère, en fait. Et puis l'idée, c'est que l'hybride, qui est aujourd'hui électrique et thermique au sens, c'est du carburant conventionnel, etc. Ensuite, demain, ce sera de l'hydrogène, du SAF, du Sustainable Aviation Fuel. Donc on garde un œil un peu sur toutes les technos qui se développent pour pouvoir aller vers encore plus de décarbonation à terme. Bon, une dernière question. Côté sécurité, parce que j'imagine que quand il y a des nouveaux avions comme ça, c'est la grande question qui revient. Comment vous avez prévu tout ça? Donc il y a un référentiel réglementaire qui est apparu en 2019, côté européen et côté américain. Et en fait, ça se base sur l'existence et tout ce qui est
certification d'avions légers ou d'hélicoptères. Donc nous, on est un petit peu à mi-chemin entre les deux. Donc parfois, on se récupère un petit peu le pire des deux mondes, mais c'est aussi pour assurer la sûreté des vols. Donc c'est quelque chose qui est nécessaire de toute façon dans l'aérospace. Donc voilà, il y a un cadre réglementaire qui existe, qui est en train d'évoluer, qui est en train de favoriser l'innovation. Les autorités sont vraiment preneuses d'accompagner les startups, etc., et de ne pas limiter les développements. Donc ça, c'est quelque chose qu'on apprécie énormément. Bravo. Premier vol prévu 2024. Voilà. Bravo à tous les deux. Et vous êtes 3 cofondateurs, 4 cofondateurs. Et je vous laisse aller au photocall. Maintenant, on va revenir un court moment en arrière. Vous aussi, si vous êtes dans la salle, vous vous demandez peut-être ce que votre boîte va devenir d'ici 1 an. Comment votre entreprise aura-t-elle évolué? Retour sur les lauréats de l'an passé. Europe 1. La France bouge. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans La France bouge, l'émission des entrepreneurs et des pépites françaises. On avait envie de prendre des nouvelles, des lauréats de l'an dernier, des lauréats de l'année 2022. Comment les entrepreneurs se développent-ils après avoir été lauréats des trophées européens de l'avenir? On a un rituel dans La France bouge, c'est que chaque entrepreneur pitch, comme on dit, son entreprise, son association pendant 1 minute. Eh bien, et on y va. développe un système de recharge automatique pour les véhicules électriques. On a dépassé les 100 hébergements d'urgence. On a doublé les hébergements en 2022 par rapport à 2021. On est passé de 70 personnes à une centaine de collaborateurs. On est basé à Lille, à Euratechnologie, mais on est resté et on reste le référent, le leader du marché de l'agrométéo en France. Donc l'équipe s'est étoffée. Donc l'équipe s'est étoffée. En 1 an, vous êtes passé, déjà vous avez recruté. On était un peu moins de 10 et là maintenant on est un peu plus de 15. Et on a effectivement plus de 50% d'utilisateurs. Là, sur cette année, on est passé de 7000 à environ 11 000 utilisateurs. Donc une forte croissance, une belle croissance enthousiasmante. On a beaucoup de différents projets avec la ville de Paris, notamment dans les Jeux 2024. Et puis on a aussi, notamment suite à l'émission, eu encore plus de demandes de particuliers qui ont envie de comprendre. Donc, suite à votre trophée européen de l'avenir, vous avez eu beaucoup de demandes. Beaucoup. Des et particuliers. du coup, oui, beaucoup de particuliers. Enfin, les gens ont envie déjà de voir le phénomène, de le comprendre, de pouvoir se l'approprier. Alors il s'est passé plein de choses, aussi grâce au trophée européen. Ouais, bon, ça sert à ça, pour faire connaître. Voilà, je vous remercie officiellement sur le plateau. La France bouge. Elisabeth Assayag. Des réponses concrètes, ça lève des fonds, ça embauche, ça reste français, ça nous fait du bien. Et c'est ça, la grande communauté de la France bouge, mais aussi des trophées européens de l'avenir. Après vous, vous connaissez peut-être cette expression. Le philosophe Emmanuel Lévinas disait que cette formule de politesse devrait être la plus belle définition de notre civilisation. Regarder l'autre, l'envisager, lui tendre la main. Et cela m'amène à la catégorie solidarité, aider à rendre visible l'invisible. Ces tout petits riens qui, mis bout à bout, concourent au bonheur de l'humanité tout entière. Et on le voit, les entrepreneurs, hommes, femmes, cherchent de plus en plus à concilier leurs projets avec ces valeurs de solidarité. Voici les nommés. Les nommés de la catégorie solidarité sont Cliquez-moi, la plateforme qui met en relation des étudiants rémunérés avec des seniors en difficulté avec les outils numériques. Diversidays, les métiers du numérique au service de l'égalité des chances de recrutement. Exuvie, l'inclusion des personnes autistes dans le milieu du travail en les formant à la rénovation de meubles. Plateau urbain, la coopérative d'immobilier solidaire qui récupère des locaux inoccupés pour les louer à des prix inférieurs au marché. Et j'appelle sur scène Marlène Schiappa et Moussa Camara. Bonsoir. Secrétaire d'État en charge de l'économie sociale et solidaire, associative de France, et vous, Moussa Camara, fondateur des Déterminés Trophées européens de l'avenir 2021. C'était dans la catégorie coup de cœur des auditeurs. Marlène Schiappa, bonsoir et bienvenue. La solidarité, c'est le cœur même de votre action au sein du gouvernement. Absolument. Je voudrais juste partager un mantra avec vous autour de la solidarité qui est décrit dans un livre. Alors rassurez-vous, ce n'est pas un livre que j'ai écrit. C'est un livre qui s'appelle « L'autre loi de la jungle ». Et j'adore ce mantra parce qu'en fait, il explique
qu'on dit toujours que dans la vie, dans l'entreprise, c'est la loi de la jungle qui prévaut et que ça voudrait dire que c'est l'espèce la plus forte, la plus agressive et qui cherche à dominer les autres qui l'emporte à la fin. Et en réalité, les anthropologues expliquent que l'autre loi de la jungle, c'est qu'en fait, l'espèce qui survit dans un milieu hostile ou difficile, ou dans une crise ou dans un moment dur, c'est pas l'espèce la plus forte ou la plus agressive ou la plus dominante, c'est au contraire l'espèce la plus solidaire, celle qui va pas laisser les animaux blessés de côté, qui va prendre en charge les bébés, les plus anciens et qui va vraiment avancer en groupe de manière solidaire. Donc voilà, si on veut survivre par des temps difficiles, l'important c'est la solidarité avant tout. La solidarité avant tout. Vous avez vu là tous ces projets, que pensez-vous de toutes ces actions issues des territoires mises bout à bout, elles créent des grandes idées, on le voit. C'est magnifique. D'abord, moi, je veux saluer votre émission que j'adore. Merci. Et remercier Europe 1, parce que c'est vraiment la radio de l'engagement au concret, dans la réalité. Donc, je vous remercie d'organiser ces trophées. Et c'est vrai qu'on voit qu'il y a des gens qui ont des idées incroyables et qui se lèvent le matin en se demandant juste comment ils veulent améliorer le monde autour d'eux, comme l'a fait Moussa avec son équipe, avec les déterminés depuis des années maintenant. Donc voilà, ça donne un peu d'optimisme on en a besoin. Et un peu de foi dans ce monde. Et on le fait chaque jour. Moussa, je suis ravie de vous retrouver. Vous êtes le fondateur des Déterminés. Au programme, une formation gratuite de 6 mois qui a permis de sensibiliser, je crois, plus de 10 000 jeunes depuis sa création. C'était en 2015. En effet, ça fait plus de 8 ans qu'on a commencé cette action autour de l'entrepreneuriat dans les banlieues et dans les territoires. Pour nous, c'est hyper important parce que ça dynamise un territoire tout entier. Et quand on entreprend, on a vu ici des réussites entrepreneuriales qui peuvent entreprendre dans plein de secteurs d'activité et qui peuvent aussi changer la vie des gens. Et c'est ça, l'entrepreneuriat aujourd'hui. On parle de solidarité. Moi, je suis très fier de remettre le prix de la solidarité parce que c'est une valeur propre à l'entrepreneuriat. On ne peut pas aujourd'hui être juste un entrepreneur sans être solidaire. Et c'est hyper important. C'est des valeurs d'entraide, c'est des valeurs de partage, c'est des valeurs de détermination, effectivement. Mais aujourd'hui, on est dans une société où tout est en train de se bousculer. Et la seule chose qui peut faire en sorte que retrouver une société plus apaisée, c'est cette solidarité. Et aujourd'hui, nous, c'est ce qu'on essaie de véhiculer à travers toute la France, dans le cadre du programme des Déterminés, à travers les entrepreneurs qu'on accompagne, avec des projets qui révolutionnent leur environnement. Et je pense que voilà, aujourd'hui, tous y sont méritants. Aujourd'hui, ce serait quoi votre conseil que vous pourriez leur donner? On ne sait pas encore qui est le gagnant. Quel est le conseil que vous pourriez leur donner, Moussa? Il n'y a pas vraiment de conseil à donner quand on entreprend. Je pense que chacun il a sa route, chacun fait son chemin. Mais le plus important, c'est dans tout ce qu'on fait, c'est de le faire avec humanité, avec cœur. Et surtout, pas oublier que finalement, c'est pour changer, c'est pour améliorer les conditions de vie des gens. Et surtout, l'humain est hyper important dans ce qu'on porte. Et surtout, il ne faut pas oublier de se faire plaisir. Parce que entreprendre, c'est difficile. Mais si on ne se fait pas plaisir, quand on échoue, on perd à tous les coups. Donc, le faire avec son cœur et se faire plaisir. Bravo, merci. Alors maintenant, place aux gagnants. Madame la ministre, allez-y. Et le gagnant du trophée de la solidarité est Cliquez-moi, Aaron Teboul. Cliquez-moi, Aaron Teboul. Cliquez-moi, ça existe depuis 2021. C'est une entreprise qui est née aussi après la crise sanitaire. Bravo et félicitations, Aaron. Merci. Félicitations. Merci beaucoup. Merci. Aaron, je crois que tout est parti de votre grand-mère. C'est exactement ça. Alors avant de vous raconter l'histoire de ma grand-mère et de Senior PC, je voudrais vraiment vous remercier à tous et remercier aussi les nommés dans la catégorie. Bravo. Bravo. Ouais. On peut applaudir tout le monde, je pense que c'est important. En fait, Cliquez-moi, oui, ça a commencé en 2015, alors j'avais 15 ans, quand on a créé l'association Senior PC qui... globalement, faisait la même chose que Cliquez-moi, mettait en relation des étudiants, amis, avec des personnes âgées de ma ville, à Nice. Et ça a commencé quand on a offert une tablette à ma grand-mère. Et forcément, elle ne savait pas bien s'en servir. Donc, je me suis mis à lui donner des cours. Et puis, ses voisines ont voulu des cours pour jouer au rami en ligne, consulter le médecin, etc. Puis, les amis des amis. Et en fait, on a obtenu rapidement un partenariat avec la ville de Nice. Et l'aventure a commencé comme ça. On a grossi. Aujourd'hui, on a changé de structure. On est en SAS et on a formé plus de 10 000 seniors
plus de 1000 étudiants qui ont eu un job solidaire, engagé, rémunéré presque 5 fois le SMIC, et surtout qui vivent pleinement une aventure. Une aventure, c'est-à-dire que l'étudiant va chez une personne âgée et elle lui apprend à se servir d'un ordinateur, elle lui apprend à faire du quotidien sur son ordinateur, sur son iPad ou sa tablette, c'est ça? Exactement. En fait, le numérique aujourd'hui, c'est vraiment dans notre quotidien à tous, que ce soit payer sa banque en ligne, faire ses démarches, réserver un billet de train, et demain, ça sera toute la santé qui va se digitaliser. Et donc, les étudiants, eux, ont aussi besoin d'avoir un job solidaire, engagé, et donc ils se déplacent à domicile, mais aussi des ateliers collectifs qu'on développe de plus en plus avec des départements, des banques, des assurances, des mutuelles. Il faut savoir que la fracture numérique, en fait, elle touche beaucoup le secteur privé, puisque il y a des entreprises qui se digitalisent, qui digitalisent leurs services. On peut penser aux banques, par exemple. Sauf que beaucoup de clients, aujourd'hui, ne sont pas digitalisés et ont du mal à accéder à cette application en ligne. Et donc, ça coûte très cher aussi aux banques. Et on s'est dit, comment résoudre 3 problèmes d'un seul coup? Et c'est Cliquez-moi. Cliquez-moi, Aaron, donc, j'ai fait le calcul, donc 22 ans, entrepreneur. 22 ans, voilà, 22 ans, voilà. Et une superbe aventure. Et vos mots m'ont beaucoup inspiré. C'est super et c'est pas facile au quotidien. On se lève tous les matins, on ne sait pas si on va réussir à relever le challenge. Moi, il y a une histoire que je retiens beaucoup et jusqu'à aujourd'hui, je ne me paye pas et je réinvestis encore une fois tout l'argent qu'on a. Mais je me souviens de Madame Denis qui, 96 ans, nous appelle un soir et nous dit « Je voulais vous remercier ». D'accord, pourquoi? Merci parce que grâce à vous, pour la première fois, j'ai vu mes arrière-petits-enfants qui habitent à l'étranger en vidéo. Et là, on a compris l'impact, on a compris ce qu'on faisait. Et en fait, on s'est dit, c'est pas grave, on se paye pas, c'est difficile, on dort 4 heures par nuit de temps en temps, mais on a de l'impact et c'est ça qui compte. Bravo. Bravo Aaron Teboul. Félicitations. Merci. Je vous laisse retourner, aller voir le photocall. Merci Madame la Ministre Marlène Schiappa, merci Moussa Camara et félicitations Aaron Teboul pour Cliquez-moi. Allez, on en vient au rayonnement des Français à l'étranger avec le Trophée européen de l'avenir dans la catégorie internationale. Les startups françaises réalisent plus de 50% de leur chiffre d'affaires à l'international. On a des entreprises qui pensent de plus en plus global dès leur création. Et donc, voici les nommés avant de connaître le lauréat. Les nommés de la catégorie internationale sont Gravipack, le sac à dos avec un exosquelette et des bretelles révolutionnaires qui soulagent votre dos. Provence Studio, une infrastructure éco-responsable pour une offre complète de studios pour des tournages français et internationaux. Singulart, la galerie d'art en ligne qui connecte les artistes et les acheteurs du monde entier. Team for the Planet, l'entrepreneuriat au service de l'urgence climatique en rassemblant des actionnaires qui financent des innovations. Et pour remettre ce prix, j'appelle sur scène la présidente du jury, Lucie Bache, et Hélène Ortiou, directrice auditrice et qualité à Business France. Rebonsoir Lucie. Bonsoir Hélène. Hélène Ortiou, Business France, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, qui ne connaissent pas encore Business France, c'est l'agence de l'État qui accompagne les entreprises françaises à l'international, qui donne envie aux entreprises étrangères d'investir en France. Et donc, vous les accompagnez, ces entreprises, c'est bien cela? Voilà, alors on les prend, je dirais, sur leur lieu de vie, de création, dans les territoires où elles ont été créées. On ne fait pas ça seul, hein. Il y a une équipe qui sont dans les territoires, donc notamment on a monté ce qu'on appelle la Team France Export avec les chambres de commerce, avec BPI France et puis d'autres partenaires. Et puis ces entreprises, on les écoute, on les regarde, on les observe, on voit ce qu'elles ont comme potentiel. C'est clair que là, ce matin, ce soir, on a vu beaucoup d'innovation dans tous les secteurs. L'innovation, c'est ce qui est quand même le driver pour aller à l'international. Et puis après, on regarde avec eux quel est le marché qui va leur permettre de faire un premier pas, puis après un deuxième pas. Et petit à petit, on peut aller sur des marchés proches et on peut aller sur des marchés plus lointains. Et pour ça, on a tout un tas d'offres. On a notamment le volontariat à l'international en entreprise,
qui permet aussi de donner un pied à l'étrier pour les jeunes et qui ensuite leur permettent souvent de travailler dans ces entreprises. Alors des fois ils sont stagiaires, puis après ils évoluent au fur et à mesure. Et on a vu des petites PME, TPE devenir des grosses PME, petites ETI, grosses ETI. Par exemple, vous en avez en tête? Alors j'en ai une que j'ai accompagnée quand j'ai commencé à travailler, donc elle m'est particulièrement, alors elle n'est pas là ce soir, mais c'est la société Envea qui était dans la maîtrise, enfin le contrôle de la qualité de l'air. Et quand je l'ai accompagnée, c'était l'innovation pure. D'ailleurs, ils continuent à beaucoup innover. Et donc ils ont commencé par être une toute petite PME et maintenant ils sont partout dans le monde. Donc voilà. Et ces histoires-là, on en a autant qu'on a d'entreprises à l'international. Lucie Bache, notre présidente du jury des trophées Europe de l'avenir. Too Good To Go, c'est aussi pour ça que vous allez remettre le prix dans cette catégorie. Too Good To Go est présente dans 17 pays, dont 15 villes aux États-Unis. Oui, tout à fait. On a pris le pari d'aller lancer les États-Unis en juillet 2020. Donc à l'origine, on avait prévu de partir en mars 2020. On s'est dit qu'on allait prendre quelques mois de plus. Et c'est vrai que c'est une incroyable aventure. On était déjà présent dans 15 pays en Europe au moment de partir aux États-Unis. Donc on pensait qu'on savait faire. Et en fait, aux États-Unis, c'est une belle aventure d'humilité aussi, puisque finalement, c'est un autre niveau quand même de business, je dirais. Tout va plus vite, tout est plus grand, tout est plus cher. Et donc, on a été hyper contents de voir que la traction prenait vraiment aussi aux États-Unis pour Too Good To Go, à la fois du côté commerçant, du côté utilisateur, du côté presse. Donc, c'est une aventure qui est en train de se déployer à toute allure là-bas aussi. Et aujourd'hui, on est encore dans des réflexions de comment est-ce qu'on trouve le bon modèle économique aux États-Unis, parce que effectivement, c'est des coûts engendrés totalement différents, et on est obligé de passer à l'échelle très vite, parce que pour aller chercher aussi les économies d'échelle, on est obligé de se déployer rapidement sur tout le territoire. Donc très heureuse aussi d'avoir pu leader une équipe d'Américains, parce qu'encore une fois, c'est pas la même chose, et beaucoup d'apprentissage et de plaisir de l'autre côté de l'Atlantique aussi. Cette humilité dont vous parlez est omniprésente chez l'entrepreneur. Oui, je pense qu'on est là pour apprendre avant tout et prendre du plaisir, effectivement, comme le disait Moussa tout à l'heure. Moussa tout à l'heure. Allez, maintenant, le lauréat. Qui est le gagnant? Lucie. Moi, je sais déjà, mais je vais respecter le protocole. C'est bien. Le lauréat du trophée de l'international est Team for the Planet. Team for the Planet. Alors, ils sont plusieurs cofondateurs. Team for the Planet, c'est un ovni entrepreneuriat qui est à la croisée des chemins de l'incubateur, du fonds d'investissement et de l'association. Bonsoir, Nicolas Sabatier. Bonsoir. Félicitations. Félicitations. Merci beaucoup. Vous le voulez? Merci, madame. Félicitations. Merci. Et d'ailleurs, je voudrais en profiter pour passer un petit mot. Bien évidemment, ça fait toujours plaisir de gagner des prix, mais quand on fait de l'entrepreneuriat impact, comme tous les lauréats qui sont là, heureusement, c'est pas pour ça qu'on se lève tous les matins. Donc du coup, j'espère qu'on chassera vite toutes et tous les déceptions éventuelles et qu'on se remettra tous en action dès ce soir. Voilà. Vous repérez les innovations contre le réchauffement climatique, et une fois que vous les repérez, vous les transformez en entreprise. Oui, c'est ça. On a une énorme communauté d'évaluateurs et d'évaluatrices. Tout le monde ici peut le devenir, actionnaire ou non. Et ensuite, ça remonte en comité scientifique, c'est validé en assemblée générale. On leur adjoint des CEO, hommes ou femmes, pour venir compléter l'équipe, et on y injecte des millions d'euros pour les déployer. Et on ne s'arrête pas là, parce que le but final, c'est ensuite de partager gratuitement ces innovations pour que d'autres nous copient. Alors ça paraît con comme ça, mais il y a beaucoup plus de chances en créant des marchés qu'on aille encore plus vite pour diffuser les solutions. Merci et félicitations, Nicolas. Vous êtes 3-4 cofondateurs. On est 6 cofondateurs. 6 cofondateurs. On les félicite aussi. Et je vous laisse rejoindre le protocole. Je voudrais juste témoigner, parce que on a donc au sein de Business France, on a un collectif de collaborateurs. Donc on a un engagement éco-responsable. Et on a commencé il y a 2 ans à faire une réunion interne pour embarquer les collaborateurs autour de cet engagement. Un jour, on a vu Arthur venir intervenir un peu le fondateur de Team for the Planet, l'un des fondateurs. Speaker. Et un certain nombre de collaborateurs ont investi à titre personnel.
Et puis Business France, qui est un EPIC, donc avec la direction du budget, je ne sais pas, Madame la ministre n'est plus là, la direction du budget, les tutelles et tout ça. On a convaincu notre conseil d'administration que Business France investisse aussi pour un montant connu, mais voilà. Et donc, c'est une des grandes fiertés de vous voir gagner ce prix aujourd'hui. On accueille tout le monde. Félicitations. Merci. Félicitations. Je vous laisse rejoindre le photocall. Vous allez prendre une petite photo, vous allez répondre à des petites questions d'Adil là-bas. Allez, on va continuer avec notre planète. Vous le voyez ce soir, ce qui nous rassemble tous et qui rassemble tous les entrepreneurs, les entrepreneuses en 2023, c'est le climat. Comment faire en sorte de laisser une meilleure planète à nos enfants? C'est ce qu'on appelle des startups dites à impact qui sont en plein boom. Un nombre en forte croissance. On recense en 2022 quasiment 30% de plus de startups à impact qu'en 2021. Des startups qui ne manquent pas d'imagination pour changer la vie de tous les jours. Et cela nous mène à la catégorie de notre partenaire de Richebourg, la catégorie environnement. Voici les nommés. Les nommés de la catégorie environnement sont Bamboo for Life, l'assainissement des eaux usées grâce aux caractéristiques naturelles du bambou. Géosophie, la cartographie de la géoénergie face au changement climatique pour alimenter des bâtiments grâce à leur sous-sol. Néolith, la transformation des déchets en matériaux de construction en utilisant la technique de fossilisation. Switch Energy, produit une énergie renouvelable en exploitant la réaction de la rencontre de l'eau douce et l'eau salée. Et pour remettre le trophée européen de l'avenir dans la catégorie environnement, j'appelle la navigatrice Marita Barly et Thomas de Richebourg. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Bonsoir Marita Barly. Alors vous vous apprêtez à vous lancer dans une course autour du monde pour septembre. Ouais. Hein ça fait toujours un peu bizarre de le dire. Mais c'est vrai, c'est vrai, vous nous le confirmez? Non, on part en septembre pour une course autour du monde. Alors ça, il y en a plusieurs. Mais vous, elle est un peu particulière, celle-ci. Hein. Voilà, je suis capitaine d'un bateau qui a 50 ans, Penduxis, et on repart, qui a été construit pour la première course autour du monde en 1973, de la Whitbread, qui est devenue après la Volvo Ocean Race, pour ceux qui connaissent. Et en fait, il y a un fou furieux australien qui relance la première course. Donc on repart dans les conditions de l'époque, on repart sans satellite. Donc avec les bateaux de l'époque, et donc on repart sans moyens de communication. Ouais, on part sans moyens de communication modernes, sans réception de fichiers météo type GRIB comme on peut avoir maintenant. On a juste un petit fax qui tombe avec une pauvre carte isobarique. Et puis du coup sans GPS, donc on fait tout au sextant et tout aux étoiles. Ça n'a pas l'air de te faire peur. C'est pas la météo un peu quand même. Mais non, le sextant ça va. En plus je suis une super douée des maths. Donc non, ça va. C'est plus voir que évidemment les phénomènes météo changent et qu'on a de moins en moins de cartes et que ça va être ça. Par contre, c'est un peu. Et ce qui me fait très peur, par contre, c'est que je suis à la tête d'un équipage de 20 personnes avec 15 volontaires qui sont amateurs, parce qu'on a un équipage mi-amateur, mi-professionnel. Et c'est quelque chose de devoir ramener des amateurs, mais c'est surtout ce qui est génial par rapport à cette soirée, c'est que je leur ai demandé à tous d'avoir un projet soit environnemental, soit sociétal autour d'une thématique qui est l'héritage de quel monde avons-nous hérité et quelle planète allons-nous léguer. Et en fait, c'est une bombe à idées, quoi. J'ai 15 gamins qui ont un gamin, l'aîné a 55 ans, mais... C'est vous la capitaine. Non, mais c'est sinon, vos gamins. non, mais c'est vrai que sinon, j'ai un équipage qui est quand même très très jeune, entre 22, 24, 26 ans, et ils sont tous en train de monter leur projet. Et j'espère que d'ici 1 an ou 2 ans, il pourrait y en avoir un ici, parce que je pense que vraiment ça pourra... Ils savent naviguer ou pas du tout? Non, honnêtement, maintenant ils savent naviguer. Mais quand dans les conditions de pas de carte, ils ne savent pas naviguer. Non, mais eux, ils ne sont pas au poste de décision quand même. Ça, on va laisser les pros. Mais non, j'ai préféré avoir des êtres humains bien câblés et moi les former, plutôt qu'avoir une rockstar qui arrive, qui croit tout savoir, et alors que c'est un bateau qui est très particulier, qui est extrêmement brutal, qui est très physique, très violent, et qui ne supporte pas l'amateurisme. Donc je préfère, moi, bien les faire. Et voilà, cet hiver, on est quand même allé dans le Gulf Stream au mois de mars, 55 nœuds de vent au près, ça fait presque 110 km/h, avec des vagues de 7-8 mètres.
Et tout le monde est rentré, le bateau est rentré en très bon état et l'équipage est top. Ouais, c'est le 10 septembre. Alors, les réseaux sociaux, tout ça, on y va. On y sera, on sera en rendez-vous. Et bravo, 50 ans après votre père. Le départ sera donné donc le 10 septembre 2023. Et puis vous allez aussi poursuivre votre combat. Vous allez associer votre projet environnemental, c'est important, élémentaire, et la création d'un programme pédagogique. Élémentaire énergie. Ouais, alors ça c'est aussi un des aspects, parce que c'est pas assez compliqué ce qu'on fait déjà, et ça me prend pas trop de temps. Du coup, à côté, j'ai aussi créé des programmes pédagogiques pour les enfants scolarisés, déscolarisés, et j'espère un jour à l'hôpital, mais ça c'est encore un peu plus compliqué à faire. Parce que j'ai manqué, perso, cruellement de concret, moi, pendant mon éducation, à l'école. Et je sais que par contre, je sais trouver de l'argent, un peu. Du coup, j'essaye de trouver de l'argent pour acheter du temps pour les instituteurs, pour que mes gamins de Bretagne et aussi un peu en Normandie, et puis bientôt aussi, j'espère, dans les dom-toms et toute la métropole, et dans 10 ans, on remplace l'éducation nationale, que je veux qu'ils aillent dehors. Du coup, c'est axé autour de la biodiversité, de la protection du littoral et des activités économiques liées au low-tech. Donc, on a lancé pour l'instant 4 classes cette année, c'est les 4 classes pilotes. Normalement, on en a 15-20 en septembre prochain, et puis après ça fera boule de neige et j'espère que ça s'arrêtera jamais. Vous reviendrez nous en parler. Bravo. Ça fait du bien, hein, Thomas. Ouais, carrément. On suivra ça, oui. Vous, l'environnement, c'est votre quotidien parce que vous êtes un des géants de l'environnement, de la collecte et du recyclage de Richebourg Environnement. 42 000 salariés et 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires présents dans près de plus de 14 pays. Elles vous ont évoqué quoi, toutes ces startups, Thomas ? Franchement, elles méritaient toutes de gagner parce qu'elles sont toutes formidables. Et d'ailleurs, comme tous ceux qui sont ce soir dans la salle, ils ont gagné. Ils sont là. Oui. D'ailleurs, merci Elisabeth d'organiser cette incroyable soirée avec Europe 1. Et puis La France bouge. Enfin, moi, je ne l'écoute pas à 13h parce que je suis à table, mais je le fais en podcast, en replay après. Et franchement, c'est une boule d'énergie et on passe une super soirée. Ça fait 8 ans qu'on est partenaire des trophées de l'avenir et j'ai 46 ans et on va encore durer un peu avec Europe 1, avec vous, pour découvrir tous ces talents. Franchement, c'est une énergie positive extraordinaire. Et puis nous, le groupe, je salue tous nos collaborateurs. Il y en a beaucoup ce soir qui nous écoutent et on parlait beaucoup d'impact, beaucoup de social. Et nous, ce sont nos collaborateurs, nos collaboratrices qui animent le groupe au quotidien et qui font toute cette économie circulaire, cette protection de l'environnement. C'est ce qu'on fait depuis 70 ans dans le groupe, depuis la création par mon grand-père. Entreprise familiale. Bravo. Félicitations aussi. Vous aussi, vous êtes une start-up de 2023, mais qui a... Oui, quelques années. Et pas mal de collaborateurs. Allez, on va maintenant découvrir le nom du gagnant. Et c'est Géosophie, Alice Chougnet. Alice Chougnet pour Géosophie. Alice Chougnet, félicitations. Félicitations, bravo. C'est pas la première femme lauréate ce soir ? Est-ce que c'est la première femme lauréate ? Alors, il y a Team for the Planet qui est une cofondatrice mais qui n'a pas pu venir. Et vous savez que 30% des personnes 30% des femmes à peine dans l'entrepreneuriat. Donc voilà, ça reflète aussi notre bravo. Allez-y, mettez-vous au milieu là. Félicitations, Alice. Bonsoir. Merci. Je suis avec Jacques, mon associé. Félicitations à tous les deux. Alice, votre parcours, il est hyper intéressant parce que vous, avant de lancer Géosophie, vous avez travaillé 12 ans dans l'industrie pétrolière. Absolument. Et vous avez voulu, au bout de 12 ans, donner, comme nous disent souvent les entrepreneurs, je veux donner un sens à mon travail. Tout à fait. Alors, faut-il cuire, fuir ou agir ? En nous décernant ce prix, je crois qu'on choisit tous ensemble l'action. Et l'action, pour reprendre donc ces questions posées par la mission Paris 50 degrés, c'est vraiment face aux vagues de chaleur qui arrivent. Est-ce qu'on a vraiment envie de multiplier les climatiseurs qui recrachent de l'air chaud ? Est-ce qu'on a vraiment envie de continuer à brûler du gaz en hiver ? Peut-être pas. Et ce que nous proposons avec Géosophie, c'est d'aller sous la terre, dans le sol, chercher la fraîcheur là où elle est, à quelques mètres sous terre, et la chaleur aussi en hiver, parce qu'il y fait plus chaud qu'à l'extérieur. Donc c'est une énergie locale, durable, renouvelable, décarbonée, qui pourrait couvrir la moitié de nos besoins de chauffage et de rafraîchissement en France. Et aujourd'hui, on en est à 1%.
Alors pourquoi? Et c'est la question qu'on s'est posée. C'est parce que personne ne connaît. Je suis sûre qu'avant que vous me fassiez l'honneur de monter sur scène, j'aurais pu faire un petit sondage. Qui connaît cette énergie renouvelable? Et je suis quasi sûre de la réponse. Alors que, justement, pour la rendre accessible au plus grand nombre, nous vulgarisons, nous développons des outils logiciels qui permettent, grâce à l'intelligence de l'équipe, de rendre tout un chacun au point et à même de savoir si pour son bâtiment, c'est une énergie qui a du sens ou pas. Merci Alice Chounier. Je tiens à préciser que le trophée que vous avez entre vos mains, ça vient d'une entreprise française, c'est du chêne français. Voilà, c'est important aussi de le préciser. C'est l'entreprise Editeo. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, peut-être? Non? Bon, bonjour à tous. Vraiment, le but de Géosophie, c'est de promouvoir cette énergie qui, comme l'a dit Alice, est vraiment très intéressante et réellement sous-exploitée. Donc c'est ça qu'on s'efforce à faire avec nos solutions, mais aussi avec tous nos partenaires et notre équipe. Merci à tous les deux. Merci. Félicitations. Merci à Thomas de Richebourg, Marie Tabarly. Et je vous laisse rejoindre le photocall. Les dernières catégories. Alors, ce n'est pas le jury qui a voté cette fois-ci, mais ce sont les auditeurs. Nos auditeurs qui s'expriment à cette occasion. Ça s'appelle le coup de cœur RSE des auditeurs. C'est souvent une initiative qui a du sens, qui peut avoir un impact sur la société, sur le monde d'aujourd'hui et de demain. Mais avant de vous donner les résultats et de faire monter le suspense pour cette dernière catégorie, j'appelle d'abord sur scène l'humoriste Caroline Vigneault. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Caroline, vous êtes présente ici ce soir parce que vous-même, on peut dire pourquoi. Vous êtes une entrepreneur, non? Entrepreneuse, oui. Entrepreneuse ou entrepreneur avec un E. Vous étiez avocate jusqu'en 2008 et vous faites partie de ces audacieuses, de celles qui ont osé changer de vie, se lancer. Oui, déjà, je suis devenue avocate, pas parce que au départ, je croyais que je l'avais choisi, mais en fait, j'ai réalisé que c'est parce que j'étais issue de la petite bourgeoisie catholique de province. Ça veut dire qu'on fait tout comme la grande bourgeoisie, mais sans la thune. Et que du coup, mes parents m'avaient obligée et éduquée pour avoir un diplôme. Parce que c'était la chose qui était importante, l'artistique, tout ça, ça ne fonctionnait pas. Et c'est-à-dire que je n'avais même pas compris que j'aurais pu le faire. Pour preuve, moi, je suis devenue avocate, j'ai fait le droit. Ma sœur a fait médecine. Donc voilà, tout était bien rangé dans les bonnes cases. J'étais dans un gros cabinet américain à Paris où je gagnais beaucoup d'argent. Et il a fallu du temps pour que je me rende compte que j'étais pas à ma place. Mais il a fallu que d'abord je déconstruise tout ce qui m'avait été mis dans la tête. Et ça va se faire avec 2 gros déclics. Alors tout à l'heure, on était des gens qui ont dit qu'ils allaient casser l'ambiance avec de l'arthrite et le cancer du sein. Je vais aller encore plus loin en parlant de la mort. Désolée. Ça fait partie de la vie. Et oui, et en fait, je suis confrontée à la mort d'une des personnes les plus importantes dans ma vie, qui est mon grand-père. On m'annonce qu'il est mourant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'option de survie. Donc je pars dans les Vosges avec ma Smart, ce qui est déjà compliqué parce que ça faisait que 200 km et les Vosges à 350, mais bref. J'arrive dans les Vosges avec l'envie vraiment de lui demander de se battre et je vais me rendre compte que ça servira à rien. Je vais juste lui tenir la main dans les Vosges. Il se passe pas grand-chose et encore moins quand il y a un mourant. Donc il y a juste l'horloge, espèce de truc vosgienne qui fait ting, ting et ça va durer 3 jours, juste comme ça, à lui tenir la main en pleurant. Et là, je me disais, mon Dieu, ça doit être dingue de se retrouver à ce moment-là de sa vie. Parce que lui, il savait aussi qu'il allait mourir. C'était une question d'heures, de semaines, de jours, on savait pas. Et évidemment, comme on n'a rien d'autre à faire, on pense. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on doit se dire à ce moment-là, très précis. Et là, je me suis dit, on doit se faire un petit bilan. En se disant, voilà, c'est la fin, j'ai eu une vie, est-ce que j'ai kiffé? Est-ce que j'ai fait ce que je voulais? Et là, d'un seul coup, je me dis, le pire à ce moment-là, très précis, c'est de se dire, ah merde, je voulais faire ça et j'ai pas pris le temps. Et là, clairement, c'est trop tard. Parce que je vous dis, vu de l'état dans lequel il était, il ne pouvait même pas parler. Et je me suis dit, mais ça va être horrible de quitter la planète et de se dire à ce moment-là, j'ai pas fait le violon, j'ai pas fait ce que Et donc, je me suis dit, non, je veux pas vivre ça. Ok, alors, Caro, t'as le temps. Toi, t'es avocate, super. Tu gagnes de l'argent, génial, tout va bien. Ok, super. Oui, mais est-ce que ça suffit à remplir ta seule et unique vie? Et là, je lui dis, c'est un peu short quand même pour une seule vie d'avoir été avocate. Je dis, non, il y a d'autres trucs que je veux faire avant. Ok, quoi? Et c'est là qu'arrive le deuxième déclic. Alors là, je vous passe les détails parce que ce serait trop long, mais je me retrouve en tant qu'avocate invitée sur un festival d'humour sur la nuit des duos, parce que j'ai fait un concours d'éloquence également.
Et dans le cadre de ce concours d'éloquence, on me demande de venir faire un sketch au Zénith de Nantes, donc devant 4000 personnes avec 3 copains avocats. Et on répète, tout le monde rigole à notre sketch, c'est super, on est à ça de la confiance. Donc c'est Dubosc et Rousseau qui présentent, il n'y a que des sketchs avant avec Omar et Fred, machin, que des duos. Et nous, on va faire une petite plaidoirie éloquente sur pour ou contre les duos. Et j'arrive toute seule sur scène, 23 mètres d'ouverture, 4000 personnes, ma première scène. Je commence mon sketch, je balance la première vanne, il ne se passe rien. Deuxième, rien. Troisième, rien. Quatrième, 2 minutes toute seule, le silence complet dans un zénith de 4000 personnes. Je crois que dans l'histoire des zéniths, c'est le plus gros bide qui a jamais été fait. Et au fond de moi, je disais, c'est pas grave, ils vont arriver, les autres, là. Non, parce que c'était un sketch de 4 minutes, 2 minutes seul et 2 minutes avec les autres. Les 3 autres, ils arrivent comme ça en voyant le beat que je viens de me prendre, en se disant, putain, on n'a pas des meilleures vannes, on va prendre la même. Et ils arrivent tous les 3 et on reprend encore 2 minutes de bide. Et à la fin, on salue à l'ancienne, genre tellement on est paniqué, n'importe quoi. Et avant même qu'on ait quitté la scène, Dubosc et Rousseau balancent leur première vanne et font rire les gens. Donc on sort sous les rires d'une autre vanne. Et on arrive dans les loges, et là il va se passer un phénomène assez étonnant, c'est que je suis hystérique, c'est au sens méchant de mes grands-parents, là, le truc des meufs, là, c'est exactement ça. Je suis folle, je suis pleine d'énergie, j'ai pris un tel shoot d'adrénaline en fait, que je suis comme ça, je fais « Putain, on vient de faire le Zénith !» Et mes potes me disent « Non, on vient de se cracher au Zénith !» Je dis « Oui, ok, mais on a quand même fait un Zénith, enfin, c'est quand même dingue, 4000 personnes et tout. » Et là, on est tous rappelés, je me souviens, tous les humoristes, tout le monde, il y a de la musique, il y a des meufs, il y a des cotillons, de la samba, et eux, ils sont au fond, ils cherchent à creuser un tunnel pour rentrer à Paris sans croiser personne. Et moi, je suis devant, et je prends les applaudissements comme ça, alors que je sais qu'il n'y a pas un truc pour moi. Mais je suis comme ça, je dis « C'est dingue !» Je suis en train de vivre un truc extraordinaire que dans mon système et dans mon système de pensée, l'éducation que j'ai reçue, je n'aurais jamais dû vivre ça. C'est un truc qui est arrivé un peu par hasard. Et là, donc les deux déclics ensemble font que, je vais mourir, mais je ne sais pas ce que je veux faire. Ah bah si, je veux faire ça. Et ça arrive dans le train, donc je suis dans le train le dimanche soir après ce crash total au Zénith de Nantes. Et je suis dans le train, j'ai pas dormi de la nuit, j'ai comme ça. Et je me souviens avec mes 3 potes qui, eux, sont désespérés. Et moi, je dis, putain, c'était dingue quand même. Et je dis, en fait, c'est ça que je veux faire. Et là, il y a un des 3, on ne saura jamais lequel dans l'histoire, mais il y en a un qui va me dire, bah vas-y, fais-le. Et là, je vous jure, il va commencer un système affreux dans ma tête, le vas-y, fais-le. N'importe quoi, je ne vais pas le faire. J'ai fait 7 ans d'études, je suis première partout, je travaille dans un gros cabinet, je gagne bien ma vie. Et puis après, je dis que je ne peux pas le faire, mais si je veux le faire, je peux le faire. C'est ma vie, je fais ce que je veux. Oui, mais ça ne se fait pas. On n'a pas balancé 14 ans de ta vie comme ça, puis partir pour faire quoi? C'est la fin de l'histoire. Donc je sais pas comment ça se passe. Et là, je vais vivre, j'arrive au bureau, j'écris une lettre de démission. Allez hop, je démissionne, j'arrive dans la porte de mon boss et je fais « Oh non, je peux pas faire ça, je suis complètement dingue. C'était hier soir, calme-toi, ça va redescendre. » Je remonte au bureau, je range ma lettre de démission. Il va se passer une semaine, je retourne là-bas, j'y arrive pas. J'en crée une 3e semaine. Et là, je deviens folle, je mange plus, je dors plus parce que je deviens schizophrène entre je change de vie ou je change pas de vie. Donc, va arriver ce moment clé que beaucoup de gens connaissent quand ils doivent prendre une grande décision. C'est pas forcément aussi dingue que moi, hein. C'est-à-dire de tout planter sa vie sur un coup de tête en n'ayant rien de prévu, à part une envie. Et du coup, je vais faire ce que j'explique à beaucoup de gens quand ils n'arrivent pas à prendre une décision. Je vais vous le donner, mon tips pour prendre une décision, les moments les plus difficiles, que vous n'y arrivez vraiment pas. Et ben, j'ai fait ça. J'ai joué à pile ou face. C'est pas une blague. Alors, j'ai pris une pièce et j'ai fait « Ok, meuf, maintenant ça suffit, il faut reprendre ta vie. » Parce qu'en plus, je n'arrivais plus à bosser. Donc, il fallait vraiment que je fasse un choix. Donc, pile, je reste avocate. Face, je plante tout, je colle ma lettre de DEM et je deviens clown. Voilà, allez. Et j'en ai parlé évidemment à personne parce que sinon, des gens m'auraient pris pour une folle. Mais je crois que mes parents m'auraient même internée. Donc, j'ai lancé la place. Je regarde la pièce. Et là, au moment où vous regardez le résultat, ce qui est intéressant, c'est pas le résultat, c'est ce que vous ressentez. Et c'est une façon en fait de berner votre cerveau, de vous permettre de prendre la bonne décision à l'instinct, parce que moi je suis quelqu'un qui valorise l'instinct, j'arrête pas de le dire, malheureusement dans notre système d'éducation on valorise pas l'instinct, on parle que des 5 sens. Et ça c'est quelque chose qui vous permet de faire agir votre instinct. Et vous le regardez genre, je suis contente, je suis déçue. Et c'est ça qui va vous permettre de savoir quelle est la bonne décision. Et moi, c'était la bonne décision, j'étais hyper contente, je me suis levée, j'ai frappé à la porte de mon boss, j'ai fait, voilà, j'aimerais vous parler. Et j'ai collé ma démission, il ne revenait pas. Et au bout de quelques minutes, il m'a dit « Bon, j'ai compris, en fait, vous êtes chassé par un autre cabinet, donc dites-moi combien, je m'aligne. » Et là, je me rends compte qu'il me propose une augmentation, alors que dans ma liste des pour et des contre, faire ce choix débile, il n'y avait pas ça. Mais du coup, je me dis « Une augmentation de combien ?» Et pire que ça, j'ai un de mes clients qui a une grosse... Parce que je faisais de la réassurance, oui, j'ai oublié de vous dire, c'est passionnant. C'est l'assurance de l'assureur. Et j'arrête, j'ai fini.
Mais comme tu m'as demandé d'expliquer pourquoi, j'explique. Mais... Et du coup, à ce moment-là, j'ai un gros client qui veut me prendre en direct, qui est le rêve de ma vie, c'était de monter mon cabinet, donc une autre histoire d'entrepreneuriat. Et au début, je veux dire, c'est pas juste que ça arrive à ce moment-là où c'est si dur. Et en fait, c'était merveilleux parce que malgré ces avantages-là, j'ai continué à prendre ma décision et ça m'a permis d'asseoir l'idée qu'elle était sereine, qu'elle était posée, qu'elle était réelle. Parce que même avec ces petites tentations que j'ai eues d'aller quand même garder encore un peu de thunes, je suis pas allée. Voilà. Et c'est comme ça que je suis devenue humoriste. Voilà. Bravo Caroline, elle a osé changer de vie. C'est une belle histoire de reconversion, hein. Oui, mais en plus, c'est sans fin. À chaque fois, on fait des... Moi, ce système de pile ou face, ce qui est marrant, c'est que même en connaissant l'astuce, je l'utilise encore. Récemment, je l'ai utilisé parce que j'avais envie de créer une nouvelle aventure entrepreneuriale. J'ai monté mon boîte de prod et j'ai créé un podcast pour aider les gens qui ont envie de changer de vie, mais qui n'ont pas l'audace. J'ai créé ce podcast qui s'appelle Coachcast by Caroline pour donner des tips, et recevoir des gens et voilà, les aider. Et un podcast, d'ailleurs, qui cherche une radio pour l'aider. Je dis ça... On va laisser... Non, mais il y a un cocktail après. J'ai vu qu'ils étaient là. Ils sont là. Vous allez pouvoir échanger les cartes, évidemment. Caroline, vous restez près de moi sur la scène parce qu'il est temps aussi de découvrir les nommés pour ce trophée, ce coup de cœur RSE des auditeurs. Les nommés de la catégorie coup de cœur RSE des auditeurs sont Colette, la cohabitation intergénérationnelle entre étudiants en manque de logement et seniors qui ont des chambres inoccupées chez eux. Delivered, l'application de livraison à domicile de produits alimentaires et d'hygiène pour les étudiants en difficulté. Les copains de Bastien, la chocolaterie solidaire qui forme des sans-abri et les aide à leur réinsertion professionnelle. Mouton Givré, qui produit des sacs isothermes 100% écologiques en utilisant de la laine achetée aux éleveurs français. Et pour se remettre ce trophée, avec vous Caroline, j'appelle la présidente de la Gardère Publicité News, Marie Renoir-Coteau. Ça va Marie? Bonsoir. Très bien, je te remercie Elisabeth. Moi je suis celle qui n'a pas encore changé de vie, mais alors j'ai écouté avec attention le petit témoignage précédent. Donc moi je dirige la publicité, quelque chose d'assez aspirationnel. Donc quand on veut... Allô, voilà, c'est le moment clé. Voilà, donc quand on veut se lever le matin, on se dit qu'on participe tous les jours avec toutes les équipes que je salue, que je remercie et que je félicite à financer des médias libres. Voilà. Bah ouais, c'est la raison qu'on y trouve. Bravo. En toute solidarité avec des équipes formidables. Donc voilà. Le coup de cœur RSE, Marie, c'est un moment hyper attendu. C'est la fin de la cérémonie. Les trophées Europe 1 de l'avenir, c'est aussi un moment important pour Europe 1. C'est important de le préciser. C'est un grand moment pour Europe 1, une grande fierté, puisqu'avec mon compère Franck Godin, on... Allô. On est à l'initiative du projet en 2000, je ne sais plus combien, à l'occasion de la COP21. Et je remercie Donna de nous avoir suivis dans cette aventure et toi, Elisabeth, d'avoir pris la suite brillamment, puisque ça fait 8 ans qu'on arrive à maintenir ce projet, malgré les turpitudes de notre belle entreprise. Grande fierté et puis grande solidarité, parce que ça fait bosser tous les services de l'entreprise ensemble, les services régulièrement visibles, la régie, les chefs de projet, les réseaux sociaux, la presse, la com, l'édito, Philippe, qui nous a beaucoup aidés. Merci Philippe. Voilà, donc très belle aventure d'équipe aux côtés de nos partenaires. Alors le gagnant. C'est moi qui l'ouvre. C'est toi qui fais. Moi aussi j'ai envie de savoir. Alors, le trophée du coup de cœur RSE des auditeurs est remis à Colette Justine Renaudet. Justine Renaudet pour Colette. Donc, c'est colocation intergénérationnelle. Justine, je crois que vous n'êtes pas venue seule. En effet, bonsoir. Bonsoir et félicitations. Oh, ils veulent pas monter, ils sont trop timides. Venez, ne soyez pas timides, on est en famille ici. Venez. Venez, allez. Eric, Hélène, venez. Mais là, d'un coup, il y a 3 meufs de plus pour les 30%. Là. Ça y est, on a pris les 30% des super. Des entrepreneuses. Félicitations. Justine, merci beaucoup. On est ravis. Oui, nous plus 10 000 votes sur le site europe1.fr pour la totalité des nommés. Et puis, vous avez remporté.
Oui, super. Merci à tous les auditeurs qui ont voté pour Colette. Un immense merci évidemment à notre communauté qu'on a mobilisée pour qu'ils votent évidemment pour Colette. Je suis ravie d'être là ce soir accompagnée par Hélène qui est en colocation intergénérationnelle avec Antea. Et on a aussi Eric ici qui héberge des jeunes et puis Juliette, ma collaboratrice. Donc Colette, en 2 mots, voilà, nous, notre but, c'est de rassembler sous un même toit des jeunes et des seniors, des personnes, des plus âgées, et dans le but de créer des belles histoires d'amitié pour beaucoup, de briser un petit peu une solitude qu'ils peuvent ressentir au quotidien. Il y a de nombreux avantages. Et donc, je ne vais pas en dire plus parce que j'aimerais qu'ils témoignent finalement de cette aventure qu'ils vivent. Antea ? Ok, peut-être me mettre à côté de Hélène du coup. Donc nous, on va commencer notre 3e année de cohabitation ensemble. Donc du coup, je vais donner forcément mon expérience en tant qu'étudiante. Je suis arrivée à Paris pour ma 3e année de licence. Et donc du coup, la problématique du logement s'est très vite posée. Je n'ai pas nécessairement les moyens non plus de payer pour un logement de 8 mètres carrés avec toilette sur le palier. Donc du coup, la cohabitation s'est posée pour des raisons économiques mais aussi humaines. Je ne voulais pas vivre non plus toute seule. On sait qu'on a beaucoup parlé de la crise sanitaire qui a beaucoup isolé les étudiants pendant 1 an ou 2. Et donc, du coup, pour moi, c'était impossible de me retrouver à faire des cours en ligne toute seule dans 8 mètres carrés sans sortir. Et donc, avec Colette, c'était l'alliance de l'humain et de l'économie. Et je vis avec Hélène du coup depuis 3 ans et la cohabitation se passe merveilleusement bien. C'est ma 2e maman, ma maman parisienne du coup. Ça va Hélène, vous pouvez aussi donc vous voilà, je vais la confirmer. laisser aussi parler. Alors moi, ma fille est partie faire un tour du monde avec son compagnon. Donc je me suis sentie un petit peu seule et comme j'avais un très bel appartement, je voulais le partager avec une étudiante. Et en fait, on est ravis toutes les deux, ça se passe extrêmement bien. Elle fait partie de la famille maintenant et j'ai comme une 2e fille. Voilà. Voilà. Bravo. Alors, moi, j'en suis à mon 3e jeune. Alors, moi, c'est plutôt des garçons. Comme j'ai encore un fils chez moi, donc ça lui fait un copain. Moi, ça me fait pas un 2e fils, mais enfin, ça me fait une compagne en plus. Et je vais accueillir un 4e très bientôt. Et c'est vraiment... c'est super, quoi, parce que j'avais une chambre de libre. Mon fils aîné qui est parti faire sa vie, et ça faisait un peu vide. Et il y a forcément des liens d'amitié presque qui se créent entre les jeunes et nous. Et voilà, on passe des soirées ensemble, on sort voir des matchs de foot, et puis ça fait un pote, un copain de plus pour mon fils qui est resté à la maison. Merci à vous Justine, merci à... Bravo. Et bravo à eux de s'être lancés dans l'aventure parce que ouvrir son toit, son intimité à un jeune qu'on ne connaît pas, c'est un cap. Et donc, voilà, on est fiers d'eux et on espère que Colette va continuer de bien se développer. Félicitations, c'est ce qu'on vous souhaite aussi. Merci. Bravo. Merci Marie, merci Caroline. Vous descendez tous ensemble pour la photo et pour clôturer cette 8e édition. J'appelle à nouveau la présidente du jury, Lucie Bache. Lucie, voilà. Votre conclusion sur tous ces entrepreneurs, ces porteurs de projets? Non, mais je pense qu'on a tous passé une belle soirée qui nous met la banane à tous et qui nous dit que c'est possible, qu'il y a plein de choses à faire. Je pense que tous les projets qui ont été cités ce soir, ils donnent envie de s'engager, ils donnent envie d'aller plus loin, ils donnent envie d'aller en savoir plus et de continuer à les suivre aussi, je pense. Félicitations à tous les gagnants.
Vous l'avez mérité et je peux confirmer que les trophées d'Europe 1, ça donne une bonne visibilité pour les prochains mois, les prochaines années et pour continuer à construire l'avenir. Donc félicitations à vous tous. Je crois que ça va être le moment où on passe aussi au cocktail, où il y a plein de bonnes choses qui nous attendent. Pensez à la lutte contre le gaspillage alimentaire jusqu'au bout. On a même Europe 1 a pensé à tout, puisqu'on a même des petites boîtes pour remmener les produits sur le buffet s'il en reste. Donc n'oubliez pas que c'est pas la honte de remplir une petite boîte, c'est plutôt la honte de laisser des produits sur le buffet en partant. Donc je compte sur vous tous, c'est votre opportunité de lutter contre le gaspillage alimentaire et puis de vous rencontrer les uns les autres, parce qu'on a encore plein de choses à faire et je pense qu'on l'a pas mal dit, mais ça sera sous le signe de la collaboration qu'on pourra vraiment faire changer les choses. Donc n'hésitez pas à partager, à vous encourager les uns les autres et à vous aider sur tous ces projets qui nous font du bien. Merci Lucie Bache, merci à toutes et à tous. On va appeler maintenant les lauréats, les membres du jury, les remettants nous rejoindre sur la scène. Je tiens à remercier aux équipes qui m'ont accompagnée tout au long de l'année. Isabelle Poirodeau, Franck Godin, Alain Liberty, Géraldine Quintard, Édouard Brier, mon équipe de la France Bouge, Solène Godin, Rémi Duprat, Philippe Setter et Thomas Gentil aussi qui est parmi nous. Merci à tous et merci à Thibaut de Robert, c'est grâce à lui qu'on a pu aussi faire cette belle soirée. Merci à toute l'équipe et vous allez pouvoir écouter les lauréats demain en direct sur Europe 1 dans la France Bouge. Merci à tous et à l'année prochaine.